Voilà, monsieur, bonsoir. Merci d'être à nouveau des nôtres et d'être nombreux à regarder ce programme. Carte sur table, c'est le débat politique sur STV. 21h, 23h, tous les mardis. Merci de votre fidélité. 4 panélistes ce soir et puis on va développer 3 thématiques qui d'abord vont nous amener à l'Assemblée nationale, mais également on parlera de la situation des droits de l'homme et surtout on ressortira par une situation bien particulière. Il s'agit d'une firme internationale, indienne notamment, qui évidemment traite de façon assez légère un certain nombre de ses employés. Nous avons été saisis de cette situation-là. Nous avons décidé d'en parler ce soir pour la gouverne de nos téléspectateurs, mais davantage pour interpeller les pouvoirs publics devant de telles situations. Peut-être d'entrée, pour parler des droits de l'homme, il faut dire que le groupe du travail de la société civile, au sein duquel on retrouve une vingtaine d'organisations de défense des droits de l'homme, a rendu public le 9 février 2022 leur rapport annuel, cette fois-là qui concerne l'année 2021, sur le cas de violation des droits de l'homme au Cameroun. C'est en présence de 5 représentations diplomatiques accréditées. On peut s'apercevoir, selon ce groupe de travail, que la situation des droits de l'homme au Cameroun n'est pas forcément favorable. On en parlera, je l'ai dit, avec les panélistes. On reviendra de long en large dessus, tel que schématisé donc les titres sont droits de l'homme, le Cameroun s'enfonce, Assemblée nationale cavaille comme un monarque, et puis emploi précaire, des employés d'une firme internationale lancent un cri de détresse. On débutera par l'Assemblée nationale, le temps pour moi de dire bonsoir à chacun des panélistes ici présents. D'abord, Roland ici, qui est député à l'Assemblée nationale, évidemment, elle est du PCN. Je précise qu'elle est par ailleurs membre suppléante pour le compte de l'Assemblée nationale du Cameroun dans le secrétaire adjoint du bureau du réseau des femmes députées du Cameroun. Voilà. Des femmes parlementaires. Femmes parlementaires. Ah, des femmes parlementaires ne sont pas que députées, la Chambre haute et la Chambre basse. Merci d'être là ce soir. Merci, monsieur député Tonga. Je dis bonsoir déjà à vos milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers leur petit écran et à travers les réseaux sociaux. Je voudrais dire bonsoir au panel. Je dois avouer que c'est un panel de haut vol et j'ai le privilège de le partager ce soir. Je voudrais vous remercier encore une fois de plus de m'avoir convié à cet échange et j'espère que nos différentes prises de parole pourront enrichir le débat et étayer la lanterne de millions de téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Maître Georges Tekem, bonsoir. Bonsoir député, bonsoir au panel, bonsoir aux téléspectateurs toujours nombreux. Permettez-moi déjà de leur présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2022 parce que je pense que c'est la première fois depuis que l'année a commencé que je participe à ce programme. Merci de m'avoir confié et j'espère que nous serons à la hauteur des attentes. Je rappelle que vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, un peu la société civile sur ce plateau. D'abord le docteur Louis-Marcel Ambata, il est analyste mais davantage consultant sur les questions d'emploi. Il a beaucoup travaillé sur le volet employabilité avec un certain nombre d'institutions, des structures qui exercent là-dessus. Bonsoir, prof. Bonsoir, monsieur député Tongo. Merci d'avoir permis que je compte parmi vos panélistes ce soir. À l'adresse de tous ceux qui vont nous écouter, je ne crois pas, mais je sais que notre présence ici répond à un besoin, celui d'apporter des éclairages sur ce qu'il convient d'appeler des questions socialement vives. Il ne s'agit donc ni d'un procès, ni d'un combat, mais tout simplement d'une confrontation ou d'un échange, d'un partage d'expériences dans une perspective interactive afin que tout le monde en sorte grandi. Enfin, je dis bonsoir à Philippe Nanga, qu'on ne présente non plus. Je veux dire qu'il est coordonnateur national de Un Monde à Venir, une organisation de la société civile qui a travaillé sur le projet dont on a parlé tout à l'heure. Merci d'être ce soir-là des nôtres pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Bonsoir, monsieur Tongo. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent, à toute la jeunesse surtout qui nous regarde en ce moment. C'est toujours un plaisir pour moi de partager votre plateau pour dire le point de vue de la société civile à travers l'organisation que je représente, c'est-à-dire l'ONG Monde Avenir, le regard de la société civile sur les questions qui
d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, affectent la quotidienneté des citoyens camerounais. Pardon. Je pense que le tour est fait. On va donc prendre la transition qui c'est peut-être pour parler de la première thématique. On va à l'Assemblée nationale. À tout seigneur, tout honneur, on a un député sur ce plateau. Honorable, on va certainement commencer avec vous. Hein. D'abord, au moment où on parle, on le sait, l'actualité c'est le limogeage, on va le dire tel qu'il se présente, du secrétaire général de l'Assemblée nationale, ou du moins qu'il était jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à samedi dernier, Gaston Komba. Il a été limogé par le président de l'Assemblée nationale, Kavaïegui, dans une procédure qui n'a pas manqué évidemment d'interroger les uns les autres. D'abord, il y a eu un arrêté qui avait été pris sans forcément que le bureau ne soit réuni. Tollé général, le bureau est réuni après, le président vient, il donne son discours sans que personne ne prenne la parole. Et puis basta, la page combat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'il y a de la sérénité réelle au sein de l'Assemblée nationale et qu'il sait peut-être au sein du bureau de cette instance? Monsieur Dipita Tongo, je dois avouer que votre question me paraît un peu ambiguë et je vais donner le point de vue du député que je suis. D'accord. Parler de sérénité au sein du bureau, je ne sais pas déjà ce que vous mettez dans sérénité, mais je dois avouer que le cas Gaston Komba, aujourd'hui Gaston Komba qui fait couler beaucoup d'encre de salive, est le reflet de plusieurs institutions, c'est-à-dire le reflet du fonctionnement de plusieurs institutions de notre pays. Et l'Assemblée nationale n'est pas en marge de ce fonctionnement qui suscite des interrogations et des interrogations. Vous avez si bien déroulé tout à l'heure le process qui a conduit au limogeage assez, je ne sais pas comment je vais dire ça, assez vite de l'ex-secrétaire général de l'Assemblée nationale. C'est à se demander en réalité qu'est-ce qu'on lui reproche. Parce que moi qui suis député à l'Assemblée nationale du Cameroun, je n'arrive pas jusqu'ici à comprendre ce qui lui a été reproché. Parce que le mécanisme, parce que le fonctionnement de l'Assemblée nationale est régi ou bien est organisé ou encadré par les textes, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui pour des cas précis a des dispositions précises. Alors lorsque M. Gaston Komba a été suspendu, parce qu'il a d'abord été suspendu de ses fonctions par le président de l'Assemblée nationale, de manière unilatérale, il s'est posé le problème du process. Alors je me souviens qu'à cette époque, mon président, qui est membre déjà, d'ailleurs membre du bureau de cette assemblée, a fait une sortie où il interrogeait le mécanisme ou bien la méthode qui a été utilisée pour pouvoir relever de ses fonctions, parce qu'il faut relever que le règlement de l'Assemblée nationale, en son article 16, confère au secrétaire général le rôle ou bien la capacité d'être membre ex officio du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, pour ce fait-là, il devrait avoir un certain nombre de méthodologies pour pouvoir relever de ses fonctions. On ne peut pas le relever, on peut pas le traiter comme un fonctionnaire, ou bien comme un membre, ou bien comme un employé de l'Assemblée nationale ordinaire. Et maintenant, je me dis, alors là, je prends ça sur moi, je me dis que cette sortie a donc poussé maintenant le président de l'Assemblée nationale a convoqué cette réunion qui, ma foi, a été, le fait qu'elle n'a pas été préparée, nous avons tous suivi l'audio qui est sorti de cette réunion et nous avons tous découvert, parce que nous, à cette période-là, moi et mes autres collègues du PCRN, du département d'Union Ekele, nous étions en tournée parlementaire. Donc lorsque nous sommes sortis, nous avons aussi découvert cette décision qui relevait purement et simplement M. Gaston Komba. Je note d'ailleurs que votre président national Cabral est bien membre. Hein?
du bureau et il n'a pas pris part. Il n'a pas pris part, bien évidemment. C'est pourquoi j'étais en train de préciser que le process ou bien la procédure assez, je ne sais pas, marathon qui a été faite n'a pas respecté les canons. C'est donc pourquoi on s'interroge. Je voulais dire à l'entente de mon propos qu'on continue à s'interroger, donc parler de sérénité, je ne peux pas de manière affirmative ici. De dire avec certitude. De parler de sérénité ou de non-sérénité au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Bon, je veux dire, d'abord le Parlement, l'Assemblée nationale est en majorité constituée de vos cadres, de vos militants du RDPC. On a pu voir que certains n'étaient pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, M. Comba Gaston est un ancien député élu d'une CAM, député RDPC. On a pu voir au sortir ou alors détour de ce limogeage qu'il y a des députés de votre parti, du RDPC, qui n'ont pas tout à fait, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la décision de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que tout ceci ne met pas en mal, je veux dire, peut-être le fonctionnement de cette institution, mais je veux dire, le rôle, la place, c'est quand même le pouvoir législatif que cette institution doit jouer au sein de notre pays qui se veut démocratique. Vous avez terminé par ce qui me touche le plus, c'est que le Cameroun... Nous sommes en démocratie. On est effectivement en démocratie. Et donc que les divergences peuvent s'exprimer. Tout à fait. Le RDPC est un parti démocratique. Il a dit qu'on peut vous répondre aux mots, que les mots sont connus. Donc, on peut tout à fait comprendre qu'au Cameroun, les députés puissent s'exprimer, comme d'ailleurs le faisait tout à l'heure l'honorable Ngo ici. J'aurais une approche plutôt différente, parce que moi, je constate que quelquefois, certaines personnes posent des problèmes tels que moi je ne les perçois pas. Vous savez, les problèmes sont fort simples. C'est comme vous travaillez à STV, la hiérarchie décide de vous limoger. C'est simple. Bon, changer d'exemple dans tous les cas. Bon, je vais prendre... C'était pour rire. Ce que je vais insinuer, enfin, ce que je vais faire passer comme message, c'est que l'Assemblée nationale, pour nommer son secrétaire général, c'est une décision du bureau. On n'a pas besoin de consulter tous les députés. Le bureau, c'est un président, un vice-président, 5 premiers vice-présidents. Même au sein du bureau, un premier vice-président, 5 membres n'étaient pas... C'est une question de quorum. Oui, d'accord, mais je veux dire que pour que le quorum, il faut déjà le convoquer de façon normale. Mais je pense que chacun d'entre eux a reçu une convocation. En tout cas, si le quorum est atteint, c'est que la décision est prise. Et quand la décision est prise en présence du quorum, on ne peut pas critiquer la décision, elle est prise conformément à la loi. Et puis je voulais faire observer également, contrairement à ce que disait Mme Goïssi, que M. Comba Gaston, c'est un haut commis de l'État. Parce qu'il faut le dire, c'est un monsieur qui a servi à la primature, à la présidence de la République, avant de devenir député de la Nation. Donc ce n'est pas quelqu'un que l'on prend comme ça, on prend une décision sans se rassurer qu'on a respecté la procédure qui est prescrite par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. M. Comba Gaston, moi je ne sais pas ce qui se passe, parce que je ne vais pas rentrer dans le fond. Ce que je sais, c'est qu'il a été nommé par un arrêté du bureau, alors du président du bureau, qui est le très honorable Cavaillé Djibril, et un autre arrêté du président du bureau, elle l'a également démis de ses fonctions. C'est les pouvoirs hiérarchiques, et comme on dit, les décisions de la hiérarchie ne se discutent pas, on les exécute. C'est comme ça que ça fonctionne. Monsieur Comba, d'ailleurs, vous observez que lui, il ne fait pas de commentaires parce qu'il sait que s'il veut discuter, il sait qu'il y a un cadre institutionnel pour discuter les décisions de la hiérarchie. C'est une décision qui a été prise. Je note, comme tout le monde, que la hiérarchie a décidé de mettre fin à ses fonctions, comme on a mis fin aux fonctions des autres avant lui. Il y a eu des secrétaires généraux là-bas qui ont été démis pratiquement dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire suspension de signature, ensuite décision du bureau. Il n'y a aucune faute, à mon avis, sauf à me dire que le bureau, le quorum n'était pas atteint, mais j'ai observé qu'il y avait même des députés, parce que je connais un député de l'opposition qui est questeur à l'Assemblée nationale, j'ai vu à la télévision, comme tout le monde, qui y était, y a participé et forcément a donné son avis. D'accord. La décision étant dans une décision de la hiérarchie, on ne commande pas les décisions de la hiérarchie, comme on le dit toujours, on les exécute, même si très souvent on n'est pas content. Encore que la hiérarchie a précisé, pour cause de faute lourde. Parce qu'on met dans faute lourde, c'est prévu par la loi, même le Code du travail prévoit que vous pouvez licencier un employé. Le Marcel Ambata,
Au détour justement du discours de circonstance du président de l'Assemblée, on a suivi les griefs qui sont reprochés au secrétaire général limogé. On parle de malversation financière, des enquêtes qui ont abouti à ce constat-là. Mais sur les réseaux sociaux, on a par ailleurs découvert une correspondance qui concerne un dossier au niveau des assurances, une assurance qui aurait la préférence du président, qui n'a pas forcément été choisi, qui a dû connaître quelques entourloupes pour revenir en selle. Est-ce que cette affaire-ci, j'ai failli dire cette affaire de trop, ce n'est pas le premier limogeage d'un secrétaire général, on en a au minimum au troisième. Est-ce que ça ne dénote pas justement d'une forme de management un peu, je ne veux pas dire la légère, mais c'est tout comme de l'Assemblée nationale? Tatillon voulait vous dire, monsieur Dipita Tongo, mais comme Maître le précisait tout à l'heure, c'est des décisions qui se prennent dans un cadre institutionnel qui plus est assez pesé si le quorum est atteint. Cependant, je ne peux m'empêcher d'en souffrir un peu comme cela s'est se dégradé. Il me souvient, 2015 ou un peu plus, il n'y a pas très longtemps de cela, à l'invitation de l'honorable Gaston Komba, nous organisions avec le réseau des jeunes députés du Cameroun une descente dans la Léquier, notamment c'était au Bala, où il avait mobilisé pratiquement la quasi-totalité de la représentation nationale. Je dis c'est bien avant la mandature que nous avons en cours. Donc le président de l'Assemblée nationale lui-même était sur le terrain et je vous dis, c'était une relation très très conviviale. Ça peut se dégrader. Bon, y creuser nous amène fatalement à réfléchir sur les motifs de cette dégradation. Voilà deux sons de cloche. Vous faites revenir en surface une question d'assurance qui serait bien mal, pas bien perçue. Bon, l'honorable ici, si présente, estime que la procédure n'était pas la meilleure, mais en tout état de cause, Maître venait, je n'ose pas dire de trancher, mais d'apporter un éclairage qui, somme toute, pèse pour beaucoup dans la balance. Ça, c'est du point de vue institutionnel. Parce que dans ces choses, il faut regarder la procédure. Est-ce qu'elle a été respectée? Parce que même s'il faudrait questionner l'acte qui a été posé, on devrait passer par un audit de la procédure. A-t-elle été respectée? Apparemment, oui. Maintenant, le fond, ça, c'est autre chose et généralement, on va se pourvoir devant des instances qui vont exiger que l'on fournisse des arguments et contre-arguments et on pourrait se battre à l'envie. Cependant, vous avez également souligné un aspect qui relève du management. Évidemment, nous étudions et nous regardons les faits de turnover. Le turnover, c'est cette fréquence qu'on a des travailleurs qui entrent et qui sortent et qui constitue un indicateur véritablement voyant, un indicateur le plus important qui puisse nous dire s'il y a bon ou mauvais management. Si on en est quand même en un laps de temps à un cycle de 3 secrétaires généraux, peut-être partis de la même façon, je n'en ai pas très bonne connaissance, il faudrait quand même relever qu'il y a un problème. Il y a un problème qui peut-être pourrait bien s'encadrer du point de vue procédural, mais qui, du point de vue de la gestion de l'entité, dévoile quand même qu'il y a une question de très haute importance qu'il faudrait davantage observer. Et je crois que c'est dans cette perspective que peut-être aurions-nous pu regarder la chose. C'est dans cette perspective aussi que l'honorable ici, si présente, essayait de nous dire qu'il y a problème. D'accord. Philippe Nanga, vous, comment vous observez cette situation-là en tant que citoyen, en tant que défenseur des droits de l'homme, que vous êtes cette institution qui se présente sous un visage, dans tous les cas le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait il fait la une de la rubrique faits divers de la presse nationale. Alors, ce que j'ai observé, parce que je ne suis pas non plus membre de cette institution, c'est que si je m'en tiens à ce que j'ai observé, ce que j'ai suivi, je crois qu'on était là dans un cas de crise d'autorité. On était là en train de vivre une crise d'autorité qui, de mon point de vue,
découle aussi même de l'organisation interne de cette institution. Si vous avez écouté comme moi la sortie du président de l'Assemblée nationale, qui a martelé qu'il ne pouvait plus travailler avec ce monsieur-là, parce qu'il est dans les réseaux sociaux, qui n'importe quoi, c'est devenu un opposant. Et si on analyse après ce qu'on a entendu concernant justement la gestion financière et tout, il semble que il y a une sorte de dualité en matière de gestion des fonds à l'Assemblée, le secrétaire général étant co-détenteur de l'autorité de gestion des fonds. Le président peut se retrouver justement en train de constater qu'on a ordonné des dépenses sans qu'il soit informé forcément. Alors, si c'est vrai, parce que après, je ne suis pas allé vérifier tout ça, si c'est vrai, je crois que c'était déjà une porte ouverte à un conflit potentiel. Parce que si vous avez, même dans une entreprise ordinaire, le directeur général qui est ordonnateur, avec une autre personne qui est ordonnateur délégué, et donc qui peut, n'est-ce pas, s'autoriser des dépenses, c'est toujours, à mon sens, je suis peut-être un tout petit manager d'une toute petite organisation, mais il me semble que ça peut constituer une fissure qui peut justement entraîner les partis à un conflit d'autorité. Et on en est là. Et on en est là, et on en est là surtout avec un monsieur qui aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il échappe au contrôle de tout le monde, y compris au contrôle du président de la République. Quand vous voyez le comportement du président de l'Assemblée, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui s'impose à son poste et qui ne répond de personne. Il prend des décisions, voilà. Là, on a vu des scandales. À un moment, c'est son chauffeur qui avait été accusé, qui a été arrêté, enfermé. À un moment, il a dit, voilà, il y a beaucoup à remplir. Donc, il dit, là, il a décidé à un moment de délocaliser, enfin, pas de délocaliser, de créer un bureau dans sa région, peut-être fatigué par son état physique, c'est plus un jeune homme, de toute façon. Il a décidé de pouvoir travailler étant dans son village, tranquille, sans avoir besoin de venir s'installer au bureau à Yaoundé. Donc, il prend un certain nombre de décisions quand même qui font poser des questions. Et là, le caractère expéditif de la décision prise sur... je ne suis pas sûr. Même s'il a dit qu'il a demandé au président après, je ne suis pas sûr que... Même s'il a demandé, je ne suis pas sûr qu'il a eu le temps d'attendre que le président réponde que oui, allez-y. Je ne suis pas sûr. Parce qu'en d'autres mots, il dit au concerné d'aller... Et ça, l'honorable disait, c'est un peu... une physionomie, sinon une photographie de l'état général de notre pays. Hein? Le président aujourd'hui, on voit qu'il est affaibli, c'est une réalité. Et donc, il n'était déjà pas très prompt à prendre des décisions. Avec l'âge aujourd'hui, c'est doublé, quadruplé, c'est pas multiplié par 10. Du coup, vous avez dans un monsieur comme le président de l'Assemblée, comme d'autres responsables dans notre gouvernement actuel, qui prennent des décisions et qui s'octroient les pouvoirs de petits présidents dans leur institution. Donc, on a affaire à un petit président qui peut décider de faire ce qu'il veut. D'accord. Et donc, il convoque les gens un samedi, et puis il s'organise pour avoir un quorum, sachant que dans ce quorum-là, il a déjà la majorité. Et puis, le temps que d'autres soient au courant, parce que j'ai entendu qu'il y a des députés qui ont été informés et qui ont pris la route quand même pour arriver, et qu'ils sont arrivés, ont trouvé que c'est bon, la décision est déjà prise. Ouais. Alors, moi, je trouve ça dangereux et grave en même temps. Vous voyez? Parce que l'Assemblée nationale, ça ne peut pas se gérer comme une épicerie. Vous vous levez un matin, vous décidez de... Vous passez de votre boutiquier, de votre épicerie, comme ça. Parce que vous avez le pouvoir. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un problème. Et nous devons. Moi, je ne perçois pas ça
à la légère. Je pense que l'Assemblée nationale est une institution assez importante pour que le secrétaire général ne soit pas traité aussi simplement, aussi légèrement. D'accord. Alors, Hollande, ça fait quand même 30 ans aussi que Kavaïgue est là, Perchoir, 92-2022. Est-ce que cette période, cette longévité ne donne pas non plus l'impression que désormais, il a la clé de voûte de l'Assemblée nationale, de tout décider? Je veux dire que c'est à la limite, on a pu l'observer à travers cette problématique, que le bureau a été consulté. C'est à la limite. Je veux dire, personne n'a pris la parole. À peine il a fait son discours que les travaux ont été levés, il a décidé du décret signé. Comme si, je veux dire qu'en tout puissant l'Assemblée nationale, personne ne peut lui opposer une quelconque contradiction. Peut-être pas forcément résistance, mais je veux dire contradiction, ou alors un argument contraire, pour faire simple. Mais on parlait de la gestion tout à l'heure, par ailleurs. Ce qui ressort également, quand même, c'est que Kavaï à l'Assemblée nationale, dans sa gestion entre parenté, décisions de management et autres, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de facilité. Monsieur Dipita Tongo, je continue à dire que les questions m'amusent beaucoup, parce que je ne sais pas pourquoi, vous l'avez dit tantôt, que c'est le cas Gaston Combat qui vient mettre à la lumière du public la gestion un peu ambiguë du fonctionnement du président de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez que lors de la session budgétaire du budget de 2022, le président de l'Assemblée nationale avait pris celui d'interdire à certains députés de pouvoir s'exprimer lors de la plénière. Ça, c'est une violation de la loi, mais cela n'a pas fait. Je n'ai pas suivi les gens prendre des positions. Peut-être qu'on était encore prémices, on se disait bon. Je vous garantis que nous, on a protesté, on a même fait une déclaration pour dénoncer ça. Absolument. Et ça a été documenté. Merci. Donc, c'est pour vous montrer combien, et je l'ai dit tantôt, le fonctionnement de l'Assemblée nationale est à... je ne voudrais pas utiliser des mots assez péjoratifs, mais permettez-moi quand même de vouloir revenir sur ce cas et de dire ce que j'ai apprécié par rapport à cette décision, parce qu'il y a le côté positif quand même de cette procédure et de cette décision. En fait, moi, dans ma petite analyse, je me suis dit que c'est un signal fort que le législatif est en train d'envoyer à l'exécutif, parce que lorsqu'on a posé le problème des malversations qu'aurait commis l'ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, avec tout ce que cela a comporté, des signatures d'assurance, de ceci, de cela, de la gestion des fonds et des co-signatures et des co-ceci. Il faut avouer qu'il n'y a pas eu trop, on n'a pas laissé passer assez de temps. C'est-à-dire on a constaté qu'il y a faute et quelques temps après, il a été sanctionné. Donc c'est pour dire que le législatif voudrait proposer ou bien demander à l'exécutif de faire autant. Que ceux des membres ou bien des personnes ou bien les responsables qui commettent des erreurs ou bien des malversations financières ou bien même des détournements, que le temps des procès ne mettent pas aussi longtemps que... Parce que nous savons depuis que nous attendons les Covid, les arrestations on a eu les cas Covid, Cangate et tout. Ça prend du temps et les Camerounais sont impatients. Donc aujourd'hui, le législatif, à travers la décision du président de l'Assemblée nationale, lance un signal fort à l'exécutif en lui disant, lorsque vous avez des cas, il faut mettre la célérité. Il faut mettre la célérité, il faut sanctionner. Dans la leçon de Kavaï à dire. À autre chose. Donc moi, c'est ce que moi je retiens de cette décision, parce que vraiment, on n'a pas déjà que on a dit ici que les procédures ont été respectées. C'est encore à se poser des questions, parce que je ne voudrais pas revenir pour qu'on n'ait pas à faire de ping-pong. Non, on peut, c'est le débat. Je voudrais juste dire que
les membres, les 23 membres, du moins les 22 membres qui constituent le bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas été saisis de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure devrait être. Il y a, moi je prends le cas de mon président qui n'a pas été saisi, donc il ne pouvait pas assister à une réunion qu'il ignorait même l'existence. Il s'est passé qu'il y a des affinités. Moi, je peux avoir de bouche à oreille et les gens se sont retrouvés. On a parlé d'un quorum et je crois que le discours du président de l'Assemblée nationale est assez parlant au point où on ne devrait même plus venir s'interroger sur le fonctionnement ou ce que nous devons plutôt, la posture que nous devons avoir, c'est de prendre acte et de maintenant de chercher à voir si on peut sauver ce qu'on peut sauver, ce qu'on ne pourra pas sauver, on fait avec ce qu'on aura. Maître Teguem, maintenant, je veux dire, est-ce que ça ne peut pas non plus fragiliser les rapports entre le chef du pouvoir exécutif et le chef du pouvoir législatif, sachant quand même que le secrétaire général ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe, et Kavaïgué l'a dit, c'est une recommandation du président de la République que lui, il a refutée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de menace de rapport, je ne dis pas entre les institutions que sont l'Assemblée et le gouvernement, mais je dis entre les chefs, ou alors est-ce que ça ne dénote pas non plus du malaise qui existe entre les deux? Si c'était parlé, le président Biya qui a envoyé Gaston Combat chez Kavaïgué, si c'était parlé, est-ce qu'on n'aurait pas évité, on se serait dit, bon écoute, c'est mon petit, je sais pourquoi je l'ai envoyé là-bas, il a peut-être commis une erreur, je le ramène ici, je vais lui donner deux petites fessées, et puis l'incident est clos. Kavaï s'est levé comme quelqu'un qui n'a pas été reçu, quelqu'un qui n'a qu'à essayer de consulter pour dire attention, je suis en train de vivre un calvaire, qu'est-ce que tu en penses? Il s'est levé et dit comme tu ne me réponds pas, alors moi je frappe. Je rigole parce que. Je rigole aussi, je suis dans le dessin, mais bon, c'est tout comme. Je vous comprends, mais c'est que quelquefois, j'ai envie de dire que je ne sais pas si nous suivons l'actualité de ce pays de la même façon. Parce que ce n'est pas le premier secrétaire général qui l'a limogé. Raison de plus. Il a limogé déjà 2 que le président de la République a nommés. Raison de plus. Il a nommé un président du conseil d'administration du chantier naval. Il a nommé un autre président du conseil d'administration de la SNI. Ça veut dire qu'il y a le pouvoir discrétionnaire. Le président de la République, c'est simplement que le président de la République est soucieux du fonctionnement des institutions et il laisse chacun agir quand il lui confie des missions. Et je voudrais faire observer ici, à l'attention de M. Philippe Nanga, que non, effectivement, au Cameroun, M. Philippe Nanga, quand vous voyez le DG du port, le DG a exactement les mêmes pouvoirs que lui. C'est-à-dire le DG du port est ordonnateur, le DG est ordonnateur. À l'Assemblée nationale, le président ordonnateur, le secrétaire général ordonnateur, délégué. C'est la loi. Il ne faut pas vous plaindre quand c'est la loi. Quand c'est la loi, on ne se plaint pas, puisque la société démocratique a besoin que la loi soit appliquée dans toute sa vigueur et dans toute sa rigueur. C'est par là que ça commence. Le respect de la loi est le point de départ. La loi. Vous avez bien le droit de le faire. Ça, je vous l'autorise. Mais ce que je vais également faire observer. Le DG n'est pas ordonnateur par délégation du DG. Il est ordonnateur délégué. C'est-à-dire que si vous prenez le statut, c'est statutaire. Donc ce sont des pouvoirs. Non, ce que j'ai entendu, ce sont. Si on dit délégué, c'est bon. Ce sont. Si vous prenez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous verrez bien que le secrétaire est ordonnateur délégué. Et ils agissent, que ce soit le président ou le secrétaire général, sous le contrôle des questeurs et de la commission des finances du Parlement. Donc ce sont des gens qui, on ne se comporte pas comme si ce sont des gens qui agissent sans avoir un minimum de contrôle. Et puis, il y a tout à l'heure, on a également évoqué le président de la République à qui M. Kavaï voudrait faire la leçon, le très honorable Kavaï. Peut-être parce qu'on ne suit pas également l'actualité de la même façon. Je vous rappelle qu'en 2002, le 23 juin 2002, les élections échouent au Cameroun. Le ministre de l'Intérieur s'appelle M. Kongwedima Ferdinand, que Dieu est son âme. Au journal de 20h, il est débarqué, remplacé par M. Marafa Midouéa. C'est-à-dire le président de la République avait promptitude. Quand il y a une situation, il prend les décisions. Je peux en prendre 2 ou 3. M. Siamsi ou Alphonse, malheureusement là où il était ministre de l'eau et de l'énergie. Il était débarqué à 13h, à 16h, il était arrêté. Donc souvent, le président de la République agit avec la promptitude lorsqu'il le faut. Vous parlez de souvent. Le temps du président. Madame, c'est lui, honorable, excusez-moi, honorable, c'est lui l'élu de la nation tout entière. C'est le meilleur d'entre nous, nous disent les Camerounais tous les jours en lui renouvelant les mandats. S'il est donc le meilleur d'entre nous, ça veut dire que quand il prend la décision, les Camerounais sont satisfaits de ce qu'il agisse le temps présidentiel. Donc je voulais faire également
pour observer, pour sortir, que lorsque l'on dit qu'une décision ne se prend par un bureau, vous ne pouvez pas venir sur un plateau dire que les membres du bureau n'ont pas été convoqués. Il y a quand même une formule pour les convoquer. Et si vous voulez questionner, écoutez, monsieur Dipita, vous êtes peut-être journaliste, rapprochez-vous à un honorable. C'est elle qui veut nous éclairer. Elle confirme que son président, membre du bureau, n'a pas été informé. Non, mais j'aurais souhaité que ce soit son président lui-même qui vienne le dire. Parce non, que mais elle est quand même porte-parole de son président aussi, Constance. Moi, je n'en sais strictement rien. Elle le dit. Ce que je sais, c'est que j'ai Elle le dit. Monsieur Comba, vous vous comportez... Et puis, j'insiste encore. Monsieur Comba Gaston et Cavaille, vraiment... Permettez-moi de vous dire, ils étaient très amis. Il a évoqué tout à l'heure la Léquier. Dans le cas des réseaux parlementaires, ils ont passé le temps à travailler sur la jeunesse. Il y avait vraiment un projet agricole là où ils travaillaient ensemble. Moi, je pense qu'au moment où il a choisi... Qu'est-ce qu'il y a séparer les amis? Mais je vous dis, des secrets, non, il n'y a pas de secret. C'est écrit dans la décision. Faute lourde. Faute lourde, c'est quoi? Vous voulez aller interroger? Allez rencontrer M. Comba. Non, mais après, dans son audio qui est diffusé partout là, il dit que c'était devenu un opposant. Ça veut dire quoi? La faute lourde, c'est la gestion des assurances dont on a vu ça doit vous renseigner sur la vie des opposants. Que c'était devenu un opposant. Ça devrait vous renseigner sur la vie des opposants à l'Assemblée nationale. Mais c'est ça. Il a dit dans son... il a dit, je ne crois pas que l'honorable qui est ici peut se plaindre. Je l'ai souvent vu intervenir de manière magistrale à l'Assemblée nationale. On lui donne souvent la parole. Je l'ai entendu même sur la loi de finances. Je l'ai entendu sur... Elle a d'ailleurs sur les questions de propriété. C'est la grande démocratie, quoi. Elle est intervenue de manière... Moi, je vous apprécie très souvent. Et je suis très content de voir que vous faites vivre l'Assemblée nationale, vous faites vivre la démocratie au sein du Parlement camerounais. D'accord. C'est une bonne chose et nous souhaitons que on va peut-être sortir cette technique se poursuive. Sauf que la dernière fois, son parti a été interdit de prendre la parole pour s'exprimer sur une question quand même assez importante qui concernait la loi de finances. Vous le savez. Ok. Moi, je vais vous dire une chose. La loi de finances est une loi très particulière. Hein. Ah oui. Et puis, lorsque le droit d'amendement reconnu aux parlementaires, on ne va pas quand même laisser qu'un parlementaire vienne parler des questions scolaires lorsqu'on parle de loi de finances. C'est une loi très spéciale. Moi, je peux comprendre. Non, ne blasphémez pas, s'il vous plaît. Je peux comprendre qu'on lui retire la parole. Je n'étais pas à l'Assemblée. C'est elle qui peut nous dire ce qui s'est produit. Mais je dis, je peux le comprendre. Parce que si on est en train de discuter la loi de finances et quelqu'un ramène aux questions, je ne sais pas. J'ai pris un exemple scolaire, alors qu'on parle d'une loi très spéciale. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agissait. C'est à elle de nous dire dans quelles circonstances. Alors, on sort peut-être de ce débat. Est-ce que, en l'état, je veux dire, tout le monde est quand même conscient qu'il y a eu un malaise au détour de cette actualité au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que, dans son fonctionnement, pour les jours à venir, il y a une session en mars, là, qui va être convoquée? D'abord, certains s'interrogent. Est-ce que, puisqu'on renouvelle le bureau, est-ce qu'ils seront reconduits, est-ce qu'ils ne seront pas reconduits? Mais je veux dire, est-ce que le fonctionnement de l'Assemblée en l'état, au regard de ce qui se passe, ne suscite pas, je veux dire, est-ce que la sérénité, on peut être confiant pour la suite, pour l'avenir, Philippe Nanga? J'ai conscient pour la suite. C'est la sérénité au sein de l'Assemblée nationale, au regard quand même de cette grosse friction. Depuis quelques années, il n'y a pas de sérénité. D'accord. Il y a eu un certain nombre de faits dans cette assemblée. Si je me souviens, une année, c'était avec le SIF qui criait et chantait parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la procédure d'adoption de la loi de finances. Ça n'a pas empêché que la majorité décide d'adopter cette loi-là. Ça s'est encore passé en décembre dernier avec le PCN qui est sorti de la salle parce que voilà, ils n'ont pas été autorisés à se prononcer sur la loi de finances qui est quand même fondamentale, avec des choses critiquables parce que d'ailleurs la société civile a fait une sortie, vous le savez, pour dénoncer l'article 93 de cette loi de finances qui pour nous est une incursion de trop dans la vie des associations. Voilà. Et on comprend bien que, si nous nous sommes posé la question, comment ça se fait que ce soit passé comme ça sans que les députés, quand même, se soient interrogés. On voit bien qu'il n'y a plus de sérénité au sein de cette assemblée. Les gens, il y a un super président, il y a une majorité qui s'était. Peut-être l'espoir, c'est que l'affaire Gaston Comba amène enfin
les autres députés du RDPC à se dire il faut peut-être arrêter. D'accord. Il faut arrêter, il faut respecter un minimum de choses et que la démocratie doit prévaloir parce que on a beau être sujet à la discipline du parti, à un moment donné, si on a la ligne rouge, n'est pas traversée. Voilà, je pense qu'il faut, et je suis sûr quand même que le président Kavaï Yégué a pris un bon risque parce que je suis sûr qu'il y a quand même une petite pression. On va observer ce qui va se passer dans quelques semaines à l'ouverture de la session. Peut-être que ce sera de la comédie, mais dans tous les cas, il y a un malaise. On sait maintenant qu'il y a quand même des députés au sein du même parti qui ne sont pas à l'aise avec cette décision, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée. Et pour nous, observateurs, nous disons peut-être qu'à quelque chose, malheur est bon. Peut-être que cette fois-ci, ça peut créer une fissure au sein de ce groupe parlementaire-là. Je vais m'inscrire dans la logique de mes prédécesseurs qui ont quand même relevé des éléments qui sont autant de signes, des indicateurs qui avertissent. Déjà, cette question de déplacement d'une institution comme l'Assemblée nationale, fût-ce un démantèlement, c'est quand même quelque chose d'assez important. Vous savez, les institutions s'imposent de par leur caractère stable. Mais quand dans la représentation mentale des citoyens, on vous dit par exemple que cet hémicycle où s'élaborent les lois va se retrouver à tel endroit comme des démantèlements des départements d'une faculté, ça pose quand même un problème. Ça pose un problème. Et des éléments comme cela sont, à mon avis, des éléments sur lesquels il faudrait quand même, pour vous de la représentation nationale, essayer de réfléchir davantage. C'est vous qui y êtes. C'est vous qui y êtes en vérité. Des cas comme cela sont très importants. L'autre aspect, c'est celui de la gestion même de l'institution. J'ai malheureusement eu le sentiment qu'on était en train de s'acheminer vers une espèce de confrontation qui met à la disposition de l'Assemblée nationale un SG, qui le gère, qui le met dehors. À mon sens, l'axe ne pourrait pas être le bon parce que c'est non, c'est absolument hors de toute productivité. La question, c'est laquelle? Comment un chef d'une administration, d'une maison comme l'Assemblée nationale, qui est chef de l'administration en fait, va être viré? Et vous me dites bien qu'il y en a 3 qui sont passés entre-temps là. Ça pose un problème de gestion. Et c'est des signes qui amènent à réfléchir et qui amènent à interroger la gestion globale de l'institution. C'est pas, et puis Maître l'a dit tout à l'heure, c'est pas des gens qui tombent comme ça de tout hasard, c'est des gens férus d'expérience. Et je vous dis que personnellement, j'ai fait une descente au bal avec l'honorable Komba et puis le très honorable Kavaïgué était... Main dans la main. Oui, c'était quelque chose de magistral, vous vous en souvenez. Tout à fait, tout à fait. Non, sur la suite. Moi, vous savez... vous êtes sans inquiétude. J'attends c'est un épiphénomène. Mais attendez, pour moi, c'est une question de hiérarchie. Moi, quelquefois, je me demande même pourquoi ça provoque les débats. Monsieur Dipita, vous allez toujours... On les mange le secrétaire général pour malversation financière. Enfin, c'est vous qui le dites, le communiqué. Non, mais l'Assemblée l'a dit. Dans son discours, il a parlé de malversation. Non, écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans... Parce que même lui, il n'a pas le droit de dire quelqu'un, il n'est pas magistrat, vous le dites. Par exemple. Et il y a le respect de la présomption d'innocence, M. Komba, qu'on doit respecter. Moi, je suis attaché aux principes et aux règles. Non, mais... Écoutez, il ne peut pas porter atteinte à sa présomption d'innocence. C'est pour ça qu'il dit faute de l'autre. Il y a des choses que l'on débat parfois et je trouve que, on tourne en rond. Vous voulez questionner une décision de la hiérarchie et un pouvoir discrétionnaire. Mais le bureau l'a nommé, le bureau l'a démis, c'est tout. Il n'est même pas la première tête forte. Là, on a démis, là-bas, il y a M. Nyassa. C'est une tête forte de ce pays qui en 1975 était PDG de la SNI. Mais il avait démis. Donc c'est le bureau, c'est une décision et vous demandez, vous comptez beaucoup sur, vous comptez beaucoup sur l'honorable. Moi je dis vous dites, la pauvre qui est avec nous et... Non, mais quand elle arrive là-bas, elle constate que la loi, ce que vous dites la loi la bloque. On l'aura pour la suite. Vous y voyez. En fait, pour la suite, ça sera la suite de ce que nous connaissons. Parce qu'il y a, la sérénité est revenue puisque Gaston Komba n'est plus là, c'est ça? Je ne pense pas de sérénité. Je ne pense pas que la sérénité n'a jamais été à l'Assemblée nationale. Nous suivons juste le cours
des choses comme nous sommes, comme les vagues nous mènent. Ce que moi, je voulais réagir quand même à quelque chose que j'ai entendu ici tantôt. Le président de la République, son Excellence, Paul Biya, était beau, il avait son temps, il faisait tout. Mais sauf que je voulais questionner, bon, là peut-être on ne va pas rentrer dans le débat, sur le caractère du mandat. Lorsque le peuple qui aime tant le président de la République, qui lui a donné le mandat, attend en retour que le président puisse se manifester de manière en fonction des attentes de ce peuple. Quand le peuple réclame, quand le peuple a soif de la justice et que le président reste dans son silence, on a un peu l'impression qu'on se retrouve justement à ce que le président de l'Assemblée nationale fait de l'Assemblée nationale et le président de la République fait de l'exécutif. C'est-à-dire qu'à chaque étape, à chaque strate de la société, il y a un roi qui règne et il a ses sujets qui appliquent, qui exécutent ses désirs, ses décisions. Voilà un peu à l'image à laquelle se trouve ce pays. Merci à chacun de vous pour vos contributions dans cette première thématique. On va aborder la deuxième thématique, une question singulière et particulière des droits de l'homme à partir du singulier au général. Parlons certainement de ces employés qui nous ont interpellés plus d'une fois et qui ont sollicité vraiment qu'on en parle. Nous avons donc choisi évidemment de poser la problématique ce soir. Il s'agit d'un certain nombre d'employés camerounais et étrangers, notamment indiens, qui parlent d'un traitement inhumain et dégradant qui frise de l'esclavage à l'endroit des employés. Certains concitoyens indiens viendraient au Cameroun pour travailler dans des conditions difficiles avec un salaire dérisoire, ceux-ci ne pouvant revendiquer quoi que ce soit. Ils évoquent le non-respect des heures de travail, pas d'avance nourriture, pas de congé, des heures supplémentaires non considérées. C'est parce que cette situation les a interpellés qu'on a choisi de la mettre en débat ce soir. On va prendre la transition et puis avant, on va peut-être écouter quelques-uns d'entre eux que nous avons rencontrés. Mais je voudrais préciser, lorsque nous avons été saisis, nous avons approché les responsables de cette entreprise, notamment M. Avinash Ingorani, qui est un homme d'affaires prospère, il faut le dire, indien de nationalité, qui est aussi bien représenté au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Directement, il ne nous a pas répondu, mais nous avons été saisis par la suite par son avocate, qui est quand même une personnalité assez reconnue de la République, qui nous a promis, parce qu'on a souhaité qu'il soit sur ce plateau ce soir, qui nous a promis, en fait, qui nous ont dit qu'ils allaient nous relancer pour savoir éventuellement s'ils pourraient être là. Fatalement, jusqu'au moment où on lance cette émission, pas de réponse, pas de retour. On ne va pas s'empêcher de mettre donc sur la place publique ce débat. Transition et puis on revient. Je voudrais qu'on suive ensemble sous le contrôle de Adonis Yamen. C'est vrai, ce sont des images amateurs. Quelques réactions de ces employés qui ont été approchés. Et on va les écouter, on revient. Quand on te donnait un ordre, au cas où tu n'exécutais pas, il y avait seulement la brigade devant toi. 8 ans de service. Dans les 8 ans de service, s'il vous plaît, je suis allé en Djamena en 2015, quand Boko Haram chauffait encore. Un aller-retour, on me donne 5 000. Quand je réclame, il me dit, va te prendre là où tu veux. Tu ne peux rien me faire, je suis le plus fort du Cameroun. They had arranged to send me away without any cause, without any problem, make me to suffer with my children, having nothing to eat. These are evil satanic people. They don't have right to be here because they have come to torment Cameroonians. They make Cameroonians to suffer. These children went through hell. I had to take these children, send them in the village because they sacked me without any problem. And my wife abandoned me because they sacked me, I had no job. Today I am with the children, with no wife. Is that good? Let the government of this country say into this matter. Je n'avais ni contrat de travail, ni d'affiliation à la CNPS. Et c'était comme ça pour tous les chauffeurs. Il faut donc dire que ceux-là, ils ont quand même accepté de témoigner de façon dévoilée, mais il y a bon nombre, il y a certains qui, évidemment, n'ont peut-être pas accepté de se mettre au devant de la scène, mais qui vivent pratiquement la même chose. Je commence peut-être avec vous, docteur Louis-Marcel Ambata. Vous êtes, je l'ai dit, spécialiste de ces questions d'emploi, d'employabilité. Vous connaissez un peu ce sujet-là. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, une fois de plus, merci, M. Dipita Tongo, parce que lorsque vous m'avez convié à ce plateau, il est de notre nature, dans notre domaine, toujours de faire des lectures, des petites recherches, afin de savoir, d'avoir matière à dire.
Et je voudrais dire que l'entreprise dont il s'agit est effectivement une entreprise tenue par un homme indien assez prospère, je dirais même un milliardaire. Comment j'en viens à cette information? À la suite de votre invitation, je parcours les journaux et je me rends compte qu'il y a une littérature très abondante, très nourrie sur le sujet. On n'a pas moins d'une quinzaine de titres qui ont parlé de la même question. Je dis de la même question et sous toutes les coutures. Ça fait qu'évidemment, il s'agit ici d'une question socialement vive, une question qui mérite justement qu'on s'y arrête pour essayer de s'interroger sur comment cela se peut aujourd'hui, de un. Et de deux, cela se passe. Y a-t-il pas de témoins? De trois, tous ces jeunes que nous voyons là, c'est le frère de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est des Camerounais. Comment est-ce cela possible? Ceci m'a d'autant plus touché que je me suis rendu compte en lisant que les propriétaires de cette entreprise font dans la vente des vêtements, la billetterie d'avion. Et je m'interroge quand même. Il y a longtemps, le temps où nous avions ici Zakarakis, qui gagnait le marché de confection pour tout un défilé, il pouvait être milliardaire. Mais quand je entends de l'autre côté parler de milliardaire, quelqu'un qui vend juste des vêtements milliardaires, c'est quand même curieux. Je ne me souviens pas non plus qu'ils aient un établissement placé quelque part, comme pour dire idéal, qui est connu sur la place commerciale, dans son domaine d'intervention. Alors, avec toutes ces, ces discontinues-là, la question se fait d'autant plus intéressante. Qu'est-ce qui concrètement leur donne cette surface, de un? De deux, comment en arrive-t-il à agir ainsi, impunément? Voilà pour moi concrètement les questions premières. La troisième pourrait naturellement être celle de l'employabilité même. Quand nous parlons de migration, on en a qui crèvent là dans les mers et autres. Ça part d'où? C'est des cas comme ceci. J'ai suivi avec attention le témoignage du jeune homme en rouge, lequel disait qu'il aurait été renvoyé, et les enfants ont dû être renvoyés au village, l'épouse l'aurait abandonné. Mais écoutez, c'est un homme détruit, c'est une famille détruite, c'est un potentiel candidat pour l'immigration. D'accord. Philippe Nanga, je présume que dans vos travaux en tant que défenseur, si ce n'est directement vos mondes à venir, vous êtes quand même dans le cadre d'une organisation, en fait, d'une structure qui regroupe un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme. Vous réagissez comment face à cela? Est-ce que vous faites face souvent à ce genre de situation? Oui, nous avons déjà suivi beaucoup de cas comme ça. Il y a des employeurs qui sont des bons dictateurs, des bons exploitants humains. Donc, on en connaît, malheureusement, beaucoup dans notre pays. Vous savez, il suffit d'avoir un peu d'argent dans ce pays pour être un super puissant. Et si vous faites une enquête ici à Douala, je vous parle seulement ici à Douala, dans les boulangeries. J'ai déjà été interpellé plusieurs fois par des jeunes gens, jeunes dames qui travaillent dans ces boulangeries. Vous allez constater que c'est des gens qui n'ont pas d'heure réglementée. Donc souvent, elles commencent à 6h30 pour finir à 19h, ainsi de suite. Plusieurs fois, je suis interpellé. Si vous faites un tour dans les entreprises de gardiennage, nous avons été interpellés plusieurs fois. Vous allez voir que c'est des gens qui travaillent souvent 6h, 18h et qui gagnent 60 000, 70 000 francs pour certains, qui n'ont pas d'assurance et autres. Donc, si vous faites une enquête dans les magasins, là, tenus par, comment ils appellent, les Libanais et autres, mais vous allez, faites une enquête, vous allez voir les jeunes filles qui vendent là-bas dedans. C'est la misère, c'est la torture. Donc, ce sont des situations qui sont connues. Mais sauf qu'on est dans un état d'impunité où quand les gens ont de l'argent, ils tiennent le pouvoir. Vous allez porter plainte, ils ont déjà arrosé partout, les tribunaux, les commissariats et tout, les amenés au commissariat, il va se passer. Et donc les pauvres gens, voilà, ils n'ont rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'alternative. Soit vous acceptez de souffrir avec ces gens-là, soit vous restez au quartier dans le chômage, vous devenez un brigand, un bandit, ou bien vous cherchez moyenne partie du pays. Donc ce sont des situations qui sont connues.
je vous dis qu'ils sont bien connus. D'accord. Malheureusement, souvent, il faut le dire, il faut avoir beaucoup de moyens. Parce que les organisations de défense des droits de l'homme, l'expérience, je vous dis, il est plus dangereux souvent pour nous de s'attaquer à des individus que de s'attaquer au gouvernement. Les privés sont beaucoup plus dangereux. C'est pour ça que vous allez voir très peu d'organisations de défense des droits de l'homme intervenir dans ces cas-là. Par contre, souvent nous sollicitons, remontons l'info? Non, nous saisissons souvent les syndicats pour leur dire, écoutez, il faut peut-être voir dans quelle mesure encadrer ces gens-là. Nous avions une initiative il y a quelques années qui consistait justement à identifier toutes ces personnes qui travaillent là et essayer de les regrouper, de leur donner des informations sur leurs droits et autres, parce qu'il faut savoir que le Cameroun est apparti aux Nations Unies et les Nations Unies ont ce qu'ils appellent les lignes directrices, les principes directeurs relatifs aux entreprises privées et les droits de l'homme. Donc, c'est encadrer les droits de l'homme en entreprise. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez votre entreprise, vous avez mis un peu d'argent, décider, n'est-ce pas, de terroriser les gens ou bien de torturer les gens. D'accord. Mais Tegem, le gouvernement interpellé dans une situation comme celle-là. Vous savez, lorsque l'on parle toujours des questions, je trouve que ce que le gouvernement a choisi au Cameroun, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que ça, c'est ce que vous voyez là, c'est la conséquence de la mondialisation et du libéralisme échevelé. C'est conséquent, la mondialisation et le libéralisme échevelé. Pourquoi la mondialisation? Parce que, justement, la mondialisation entraîne, si vous voulez, que l'on recherche toujours les endroits où il y a un main-d'œuvre qualifiée bon marché. Et les marchés s'orientent en trouvant des poches comme les poches que vous dénoncez. Qu'est-ce que le gouvernement a fait au Cameroun? On a mis en place ce qu'on appelle le principe de la liberté contractuelle. En disant, bon, c'est des accords entre les partenaires sociaux. Le Code du travail prévoit que lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous ne signez pas. Lorsque vous signez, vous vous retrouvez là. Et le gouvernement ne peut pas, dans un contexte de mondialisation, j'insiste dessus, parce que, effectivement, les investisseurs, s'ils savent qu'ils vont aller créer une entreprise, je ne sais pas, dans X pays, trouver main-d'œuvre qualifiée bon marché et payer 100 francs le mois, alors ils s'orientent vers là, ils produisent là-bas et ils vous inondent le marché par la suite. Donc c'est une faiblesse du gouvernement. Ce n'est pas une faiblesse du gouvernement, je vous dis bien. C'est pourquoi de plus en plus dans les pays développés, on parle d'humanisation de la mondialisation. Parce qu'il faut penser. Monsieur Tegan, excusez-moi, je vous coupe, je voulais savoir, puisque vous êtes quand même avocat. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous voulez nous faire croire qu'au Cameroun, vous pouvez faire signer un contrat à quelqu'un. Et dans ce contrat-là, il est prévu qu'il puisse travailler 6 heures, 20 heures, par exemple. Non, c'est possible. Non. Il y a un encadrement sur la durée légale du travail. Voilà. Donc, au moins ça, 40 heures par semaine. Voilà. Non. Au moins ça. Vous m'avez interrompu quand j'étais en train de donner les conséquences de la mondialisation. Ensuite, vous allez parler de l'encadrement qui est prévu dans nos pays. Non, vous m'avez interrompu avant. Non. Parce que vous avez attribué le tort à la mondialisation. Non, je vous ai dit, ça c'est une conséquence de la mondialisation. Et je vous ai dit, le gouvernement a fait un choix. Ce n'est pas que celui-là. Le gouvernement également a choisi de faire en sorte que dans un certain nombre d'entreprises qui ont, je crois, 22 salariés, il y ait des syndicats, des délégués du personnel. Et ces délégués du personnel, leur rôle, c'est de jouer l'interface ou alors intermédiaire entre les employés et les employeurs. Et justement, dans le domaine que vous évoquiez tantôt, le domaine peut-être de la boulangerie, je ne sais pas, les domaines que vous évoquiez, généralement, ce sont des structures dans lesquelles on emploie un certain nombre de personnes. Et effectivement, il revient aux employés de s'organiser pour, si vous voulez, pouvoir défendre leurs intérêts. Il y a également, parce que j'entendais parler de la protection sociale, il y a la CNPS. Moi je vais à la CNPS. À 10 000 francs camerounais, ce sont à 300 000, je crois. Pour une cotisation de 10 000 par an. La CNPS prévoit cela. Mais il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui vont là-bas. J'étais à la CNPS il y a quelques jours, on me disait que si quelqu'un paie 20 000, on le soigne à 300 000 francs par an. Mais les Camerounais ne viennent pas, ils disent qu'ils ont 750 000 personnes, rien de plus. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être un problème. Et c'est là où j'interpelle effectivement les organisations de droits de l'homme comme vous, les parlementaires, les journalistes et la société civile. Et je pense que vous faites aussi partie de la société civile, d'essayer de travailler dans le cadre de l'éducation des masses, parce que parfois les gens ne savent pas. C'est ça le problème. Et je vous dis encore une fois,
la mondialisation a des conséquences fâcheuses qui ne concernent pas exclusivement le Cameroun. Ça a créé des problèmes dans les économies des pays les plus développés, notamment les pays européens, dans le domaine du textile, par exemple. Vous voyez que la plupart d'entreprises ont délocalisé, sont allées s'installer. La mondialisation ne prévoit pas que les gens soient surutilisés. La mondialisation n'a rien à voir avec des gens qui travaillent 15 heures par jour. Non, j'ai bien dit l'encadrement est fait par la loi. La loi prévoit 40 heures par semaine, 8 heures par jour. Et quand ce n'est pas respecté, c'est la mondialisation qui doit venir régler ça. Je vous dis bien, pour encadrer ou alors pour permettre aux employeurs de respecter les principes de 40 heures, la réglementation camerounaise prévoit que les employés peuvent s'organiser en désignant certaines entreprises. Quand ils sont un certain nombre. Mais maintenant, dans une boulangerie où vous avez 5-6 personnes, ils ne peuvent pas avoir des délégués de personnel. La loi ne prévoit pas que vous ayez 5 personnes. Nous sommes dans un cas spécifique où des gens disent qu'ils ont un contrat, mais que ces contrats ne sont pas respectés. Il y a un là qui a dit je vais en Djamna pour 1 ou 2 semaines, je reviens, j'ai 5 000 francs de prime, ce qui n'était pas prévu. Il y a l'autre qui a dit les horaires de travail ne sont pas conformes. Monsieur Dipita, c'est effectivement le problème que je disais tout à l'heure, c'est que les gens ne sont pas capacités. Les gens ne sont pas sensibilisés. Ce qu'il faut faire. Vous renvoyez la faute aux gens. Non. Je dis eux. Parce que justement, il y a des instances qui sont prévues pour régler ce type de problème. D'accord. C'est pourquoi je disais qu'ils ne sont pas capacités. Et j'ai interpellé tout à l'heure, vous de la société civile et journalistes, en disant que vous devez jouer votre rôle. Le ministère du Travail existe déjà. Oui, mais les gens ne le savent peut-être pas. Bon? Est-ce que c'est la télévision qui doit être en train de dire ce qu'ils disent? Roland ici d'abord et puis... c'est pas la télévision qui doit être en train de le dire. Celui qui est là, qui parle là, s'il va par exemple à la délégation départementale... Ils ont porté plainte, il faut... Voilà. Maintenant qu'ils ont engagé la procédure... Je ne voudrais pas non plus rentrer dans les questions de justice, mais peut-être parce que la plainte ne fait pas écho, qu'ils ont peut-être pensé également saisir la presse pour se dire attention, essayons d'en parler aussi. Roland, je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Alors, ma réaction, elle est... Déjà, je suis très surprise parce que je regardais attentivement Maître, je l'écoutais parler. Je me disais, et je reprends ces mots, si nous avons la perception, bien, nous avons la perception, bien, nous vivons dans le même monde. Alors, moi, je voulais poser la question, bien m'interroger sur le caractère protecteur de l'État. C'est-à-dire que lorsque j'ai suivi tantôt qu'il y avait plusieurs qui ont parlé de ce cas-là, je me suis demandé, mais à quel moment le ministère du Travail est intervenu? Je n'ai pas suivi toutes les prises de parole qui ont été faites ici, même du reportage qui a été fait qu'à un seul moment, le ministère du Travail a même fait semblant d'avoir suivi ce cas-là, parce que c'est un cas assez parlant. Maintenant, lorsque j'ai dit cela, il faudrait ici que peut-être ce problème nous amène aussi à revoir un peu tantôt Maître parlait de capacitation de ses employés, à revoir un peu la formation, c'est-à-dire que l'éducation que l'État donne à ses citoyens, quel type de personnes, quel type de citoyens pour quel emploi ou bien quel type de personnes pour résoudre quel problème. Parce que je pense que dans les missions de l'État, l'État se devrait de former des jeunes pour les mettre en mesure de pouvoir justement travailler. Parce que lorsque vous observez ces personnes qui parlaient tantôt, vous verrez que généralement c'est des ouvriers, c'est des tâcherons, c'est ce genre de personnes qui ont toujours ces problèmes-là. Aujourd'hui, peut-être vous allez me dire que je prends un autre exemple. J'ai été aussi interpellée par rapport à une entreprise chinoise qui exploite nos carrières dans une localité dans le département de la Mofou à Famba. Et ce qui m'a écœuré, c'est que cette entreprise chinoise qui est installée depuis des années dans cette carrière-là qu'il exploite a signé un contrat avec les populations riveraines, parce que je crois qu'il y a dans l'exploitation
avec la taxe de l'exportation, la taxe de tout ça. Il y a une quote-part qui est reversée à la commune, il y a une quote-part qui est reversée au riverain. Mais ce qui m'a un peu choqué, c'est que ces Chinois ont préféré aller vers les responsables du ministère, vouloir corrompre pour ne plus reverser aux employés leurs droits et aux riverains leurs droits. Vous voyez un peu à quel niveau le mal se situe au Cameroun, où on a un pays... On sacrifie l'employé. On a des droits, on a des lois qui régifèrent ou bien qui encadrent certaines activités, mais on se retrouve en train d'entraver ces lois et se retrouver, parce que ce qui se passe là, c'est juste une entorse au non-respect de la loi, parce qu'au nom de quoi un employeur peut-il recruter des personnes et ne pas respecter son cahier de charge? Oui, monsieur Dipita Tongo, une fois de plus, je reviens d'abord vers Maître pour dire que moi de même, je n'attendais pas une condamnation sans appel. Mais, en toute honnêteté, beaucoup plus d'ouverture sur la question. Pourquoi? Je dis bien, nous sommes tous enfants de ce pays. Nous étions enfants, nous avons vu, peut-être pas tous, nous avons vu des gens qui tenaient des confections vestimentaires ici. C'était des Grecs. On parlait de Zakarakis, qui gagnait le marché de tous les députés, de tous les défilés de Yaoundé. Ça, on pouvait comprendre que l'homme a une surface. On voyait ce qu'il faisait. Mais celui que dans au moins 20 journaux on appelle milliardaire, sa surface, vous l'avez appelé Avinash, Avinash. Alors, sa surface financière s'appuie d'abord sur quoi? Voilà une question qui aurait dû commencer à interpeller. Bon, au-delà de cela, vous avez vu des témoignages. Ce n'est pas moi qui les apporte ici. Je suis invité comme vous. Alors, quand on a des images comme celle-là, une image, quand Confucius le dit, il y a très longtemps de cela, une image vaut 1000 mots, il ne croyait pas si bien dire. Où en sommes-nous? Les images seules disent à suffisance ce que vivent ces individus et au-delà des individus, leur famille. Avant de faire un procès à l'État, vous dites bien que tout ce que l'État fait est bien. Moi-même, je sacrifie à cela, c'est vrai. C'est vrai. Mais je vous dis en même temps que quand l'État demande ou laisse des investisseurs étrangers venir s'installer sur son sol, c'est pour produire ce type de résultat-là. C'est ça qu'on attend d'un investisseur étranger qui gagne 1 milliard. C'est ça qu'on attend, qu'il fasse voyager un enfant à N'Djamena, le faire pour lui donner 5 000 francs. Le même est en procès avec, je dis j'ai lu des journaux, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Le même est en procès avec, je crois qu'il a même fait enfermer un journaliste, quelque chose de pareil. Donc le problème qui se pose, au-delà de tout ce qu'on peut dire, vouloir essayer de contrôler ou revoir ce que fait l'État, le problème c'est comment réussit-il à faire tout cela impunément? Et c'est là où vous tous, à la fois à l'unisson, peut-être sans vous en rendre compte, vous avez posé le doigt sur la plaie. De quoi s'agit-il en réalité? Est-ce qu'un Camerounais même, vous avez vu combien de Camerounais qui puissent le faire et passer inaperçu ici? On les traîne devant les tribunaux comme des chèvres. Tout à l'heure, le responsable de la société civile disait, à peu près comme La Fontaine il y a de cela quelques siècles, selon que vous êtes puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. C'est ce à quoi on assiste. Ce monsieur, son nom m'échappe toujours, Avinash Ingorani. Les sociétés, c'est rêve, voyage, parce qu'on parle même de société à peu près comme si ça n'existait pas. C'est rêve, voyage. Je crois bien, rêve, voyage et création, un truc, une confection de vêtements. Alors, ces messieurs-là, avec ce qu'ils font concrètement, qu'est-ce qu'on devrait en faire? Faudrait-il continuer à observer sous le prétexte que l'État a? N'en demandons pas trop à l'État. Nous sommes les parents de ces enfants. Vous, comme député, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en dites? Vous partirez du plateau ayant entendu et puis ce sera du pain béni. Et vous, défenseurs, qu'est-ce que vous en dites? Permettez-moi de vous dire. Et tout à l'heure, le journaliste le soulignait, le monsieur se fait représenter par des avocats. Vous l'avez dit tout à l'heure. On l'a contacté dans tous les cas. Un avocat de bonne crème, là, a contacté pour dire, bon, mon client, patati, patata, je veux bien. Mais si vous pouvez payer un avocat, c'est l'employé que vous ne devez pas payer, celui qui est responsable de votre productivité. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement? On laisse continuer
ou alors on porte cela. Je crois que si ces gens ont saisi la presse, c'est pour médiatiser, nous connaissons le pouvoir de la presse, c'est pour médiatiser le drame qu'elles sont en train de vivre, ces personnes. D'accord. Alors, Maître Game, on en sort également. Je veux dire que cette situation, elle est quand même parlante, elle est quand même... Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour les pouvoirs publics, c'est peut-être de s'en saisir et d'y mettre un terme? Vous savez, encore une fois... C'est un cas comme d'autres. Encore une fois... c'est pas un procès. Je pense que... Oui, si ce n'est pas un procès, justement, il ne faut pas donner le nom des entreprises qu'on est sur un plateau, parce que les entreprises, elles ont un système de protection. Nous avons été saisis par des employés précis. Nous avons pris pour nous. Nous avons pris sur nous de le faire. Je préfère que l'on parle des conditions de travail de certains salariés dans certaines entreprises, parce que ce n'est pas partout que ça se passe comme ça. C'est une interpellation précise. Et puis, je vous comprends, mais il y a une façon de régler ça. Et le législateur, lui, ne peut pas, si vous voulez, définir de manière précise ce qui doit se passer dans les sociétés. C'est pourquoi on donne libre cours à ce qu'on appelle, ce que le ministre du Travail avait appelé le dialogue social. C'est pourquoi, dans le cas des conventions collectives notamment, les conventions collectives qui concernent les secteurs d'activité, les accords d'établissement, c'est-à-dire qui se font au sein d'une même entreprise, permet aux salariés, en faisant délégué du personnel des employeurs, de régler des problèmes comme celui que vous êtes en train de poser. Il y a en plus un ministère de l'emploi comme la formation professionnelle, un ministère en charge des questions de travail. Et c'est le ministère en charge des questions de travail qui a en son sein des inspecteurs qui sont chargés d'aller sur le terrain inspecter. Puis maintenant, il peut arriver que les entreprises s'installent dans des conditions, si vous voulez, rugueuses, comme celles que vous êtes en train de décrire. Et aucun salarié ne vient se plaindre dans l'inspection du travail, ce qui fait que les inspecteurs du travail ne savent pas que ces travailleurs sont traités dans de telles conditions par leurs employeurs. Je reprends ce que j'ai dit en commençant l'émission. La mondialisation des économies entraîne le déplacement des marchés vers des zones où on trouve une main-d'œuvre qualifiée et bon marché. Non encadré. Il faut également... Non, l'encadrement se fait à travers la loi. Mais une main-d'œuvre non encadrée. Non. Là, comment il n'est pas encadré au Cameroun? Il est bien encadré. Ah, il y a les conventions collectives, les accords d'établissement, il y a le rôle du ministère du Travail. La problématique qui est posée n'est pas l'encadrement, ce n'est pas la loi, c'est plutôt le non-respect de celle-ci. Mais c'est ça. Mais excusez-moi, ceux qui se plaignent du non-respect, ceux qui se plaignent du non-respect, j'aurais compris que vous soyez en train de dire qu'ils se sont plaints. Ils se sont plaints, il n'y a pas eu de suite. Les tribunaux. Non, ils avaient saisi. Non, je veux vous dire, ils ont saisi les tribunaux. C'est même parce que ça traîne un peu qu'ils se disent, peut-être à travers la presse, ça peut permettre qu'on... Mais s'ils ont saisi les tribunaux, le temps de la justice, c'est pas bon. Ça, vous devez le savoir. Non. Bon, quand vous saisissez les tribunaux, ça ne commence pas au cas. D'accord, nous sommes d'accord, maître. Ça ne commence pas. Mais nous sommes d'accord avec vous. Ce soir, donc, on interpelle les tribunaux pour essayer de voir si... Non, justement... L'intelligence aurait même commandé. Tout à l'heure, vous saluez pourtant la célérité du président de la République sur certaines questions, sur certains dossiers. Oui, bon, vous direz que ce n'est pas la justice. Voilà. Parce que la justice, même le président de la République, quand il prend une décision, il est sous le contrôle de la justice. Parce qu'un décret présidentiel peut être attaqué devant l'organe juridictionnel. On sort de ce débat. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Il faut toujours donner à la justice le temps de bien apprécier les conditions dans lesquelles ces personnes travaillent. Philippe Nanga. Je veux bien comprendre qu'à chaque fois, vous essayez de vous débrouiller à protéger l'image de l'État et du gouvernement de la République. Mais des fois, quand une situation, des cas, des faits sont graves, nous devons avoir le bon sens de décrier ensemble de manière collective et de dire c'est pas bon, de dénoncer. Monsieur Tegem, j'ai été délégué du personnel. Moi, j'ai traîné des patrons en justice. Je sais de quoi il s'agit. J'ai saisi ce que vous appelez l'inspection du travail. Je sais de quoi il s'agit. Ils ne font pas grand-chose. Je peux vous citer des entreprises à Douala où on maltraite le personnel. Ce personnel saisit l'inspection du travail, ils ne font rien. Monsieur Maître Tegem, c'est une réalité. Quand on vous montre des images de gens qui souffrent, vous ne dites pas la mondialisation. La mondialisation profite à des véreux, peut-être, quand on se retrouve dans un État comme le nôtre où il n'y a pas d'encadrement. C'est tout. Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça dans d'autres pays où on protège les intérêts des citoyens. Mais M. Nanga, vous me faites rigoler. Oui. Vous n'allez pas faire ça. Non. Ailleurs, on se plaint aussi. Non.
Donc, même si on se plaint ailleurs, là on parle du Cameroun, on parle des Camerounais qui souffrent. Et ce n'est pas un cas isolé. Des Chinois, des Libanais qui maltraitent les Camerounais, on ne peut pas accepter ça. Il me semble que quand on présente un fait comme celui-ci, sur un plateau, nous devons être unanimes. Je préfère qu'on dise les employeurs, parce que quand vous dites les Libanais, les Chinois, non. Je préfère qu'on dise certains employeurs. Non, des employeurs, non. C'est mieux encore. Non, il faut le dire parce qu'à l'est du Cameroun, on a déjà posé ces problèmes-là. Hein. À l'est du Cameroun, on avait l'exploitation du diamant, c'est le diamant, à l'est là. Oui, on sait ce qui se passe là-bas, avec des enfants et tout ça. D'accord. Donc ce sont des faits, on ne va pas dénier la réalité. Mais nous interpellons le gouvernement à protéger les citoyens camerounais. Ils sont protégés par le ministère du Travail. Mais qui ne fait pas son travail, justement. Vous allez essayer de remettre notre cordon à... Voilà. Merci. En guise de sortie de ce thème. En guise de sortie, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Tout à l'heure, le législatif a été interpellé, mais je dis et je répète que le législatif, dans le cas d'espèce, a fait son travail, celui de mettre à la disposition de l'exécutif des lois qui encadrent ce genre d'activité. Maintenant, donc, à l'exécutif de pouvoir appliquer ces lois-là, parce qu'on ne pourrait pas, dans un monde de mondialisation, bien évidemment, et en 2022, traiter des êtres humains comme des esclaves. Ça, personne ne pourrait accepter cela. Et ce qui fait plus mal, c'est que c'est avec la complicité de nos compatriotes. Même si c'est un de nos compatriotes aussi, parce que on l'a relevé tantôt, il y a des employeurs camerounais qui traitent aussi mal leurs employés. Il faudrait que lorsque quelqu'un est sous le coup de la loi, qu'ils connaissent la rigueur de la loi et de la manière la plus efficace. Docteur Louis-Marcel Ambata, pour sortir. Je crois très sincèrement que l'honorable ici venait de dire ce qu'il fallait. Et de façon simple, je crois qu'après des interventions comme la médiatisation de cette question, ces enfants pourraient connaître une suite favorable. C'est-à-dire que la question pourrait être... Un avocat pourrait dire, bon, moi je me mets à les défendre, ainsi de suite. L'important, c'est qu'ils ne se trouvent pas dans leur pays comme des parents pauvres. Et avant de me taire sur la question, je voudrais préciser une fois de plus à l'endroit de mon copaternel, Maître Teghem, je voudrais préciser qu'il ne s'est aucunement agi de procès contre qui que ce soit. Des jeunes désespérés ont trouvé utile et judicieux de saisir un média qui a pignon sur rue. Nous avons été appelés comme des personnes d'expérience pour faire des éclairages sur la question. Vous en avez donné. J'en ai donné et je me suis senti touché parce que, le disait tantôt le journaliste, je travaille abondamment sur des questions d'emploi. Moi-même, je suis enseignant et je travaille sur des questions d'emploi. Alors, quand on voit ça, on se demande concrètement où va tout ce que nous formons. Ceux-ci, on pourrait dire encore, qui n'ont pas, j'ai entendu dire qu'il faudrait cet encadrement et autres. Mais l'emploi n'est pas que fait pour des gens qui ont été à l'école. Ceux qui n'ont pas été à l'école, ils n'y ont pas droit. C'est justement cette vulnérabilité-là que nous voulons arrêter. Sur ce, permettez que je réitère qu'il s'est agi de partage d'expérience et non de procès. Parlons à présent, on est parti du particulier au général, de la situation des droits de l'homme. C'en est un, c'est un cas dont on parlait à l'instant. Allons plus loin avec ce rapport, on l'a dit à l'entrée de l'émission, des organisations de la société civile, une vingtaine, qui ont évidemment convoqué la presse pour en parler. C'était la semaine dernière, c'était le 9 février. Il s'agit du rapport de 2021. Transition, et on en parle. Alors, Philippe Nanga, à travers un monde à venir, vous faites donc partie de ces organisations de la société civile. Question simple, triviale, qu'avez-vous observé? Mais nous avons observé que les violations des droits de l'homme en 2021 ne se sont pas atténuées. Nous n'avons pas pu obtenir une diminution des violations des droits de l'homme malgré les
observations que nous faisons tout le temps, les interpellations que nous faisons tout le temps. En 2021, nous avons recensé au moins 1800, à peu près 1800 cas de violations de l'homme et des violences sur l'ensemble du territoire national. Nous avons recensé près de 900 cas de tueries sur l'ensemble du territoire national, dont au moins 550 dans les seules régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sur la période de 2021, nous avons observé des incendies des maisons. Des incendies provoqués? Non, des incendies, oui, provoqués, bien sûr. Notamment dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Nous avons observé des cas de violation de liberté publique avec, nous avons documenté au moins une trentaine de cas d'interdiction de réunions, de manifestations. Nous avons observé des arrestations arbitraires, des détentions arbitraires, des condamnations liées justement à l'exercice de liberté publique. Nous avons observé des exécutions extrajudiciaires sur cette période-là. Nous avons observé également des lenteurs judiciaires avec le cas emblématique du journaliste, votre collègue Amadou Bamoulke, qui est passé à une centaine de renvois maintenant. Ça fait presque 5 ans que ça dure et ça n'avance pas. On en parlait encore hier avec le cas Ngarbou, d'autres cas également qui sont en instance, qui ne bougent pas. D'accord, pour comprendre un peu votre méthodologie afin d'apprécier la crédibilité des travaux, comment vous fonctionnez? Le groupe de travail est constitué de plusieurs organisations, la société civile, donc Un Monde à Venir, le RIDAC, Nouveau Droit de l'Homme, Charda de Maître Agbambala, ULF Cameroun, beaucoup de dynamiques citoyennes, la CSP, des organisations qui sont établies sur l'ensemble du territoire national et qui documentent des faits, analysent et donc produisent des rapports. Vous essayez de faire des confrontations avec les pouvoirs publics? Dans certains cas, je veux dire, vous êtes saisi d'une situation, par exemple des maisons qui ont été brûlées. Est-ce que vous vous rapprochez peut-être des autorités militaires ou civiles locales pour vous dire, écoutez, on a ces faits qui sont portés à notre niveau, on veut confronter, est-ce que vous en pensez, de quoi s'agit-il, ou alors comment ça se passe? Vous devez savoir, en termes de méthodologie, nous avons ce qu'on appelle la surveillance, la documentation, le reporting. Okay. La documentation, ça veut dire que pour un fait, nous détenons des évidences qui permettent de confirmer que c'est un fait de violation. Okay. Quand vous voyez, on dit au moins 900 personnes tuées. Ça veut dire qu'on a l'information de plus de 1500 personnes tuées. Mais les évidences se limitent à ce nombre-là. Alors le constat, c'est aussi bien des violations faites par les pouvoirs publics, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, que des civils armés? Bien entendu, nous avons documenté des cas de tuerie ou de violations attribuables, n'est-ce pas, aux groupes armés non gouvernementaux. Parce que vous devez savoir que si l'État a la responsabilité de protéger parce qu'il s'est engagé à travers la ratification d'un certain nombre d'instruments internationaux, et il y a aussi le droit humanitaire international qui peut, n'est-ce pas, s'en prendre à n'importe quelle personne ou groupe clairement identifié comme étant la cause de tueries ou de massacres. Donc c'est pour ça que les organisations sur le terrain documentent tout ça, tous ces faits-là, et les mettre à la place publique. Si vous regardez ce rapport, vous allez voir un chapitre qui concerne effectivement des faits que nous avons documentés et dont les informations nous laissent croire que ce sont des faits attribuables aux groupes armés non gouvernementaux. Honorable ici, au regard de ces faits, vous dites que, c'est une question, la situation du Cameroun est-elle inquiétante, est-elle alarmante? Doit-on, je veux dire, tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, la ligne rouge, soit aller plus loin, soit aller traverser? Bon, écoutez, la société civile, c'est la voie la plus indiquée. Dérouler le chapelet des différents mots qui retiennent encore
en dessous de la moyenne, les libertés individuelles et les droits de l'homme, on est en droit de s'inquiéter. Mais moi, davantage, je voudrais m'interroger sur l'implication des différents acteurs sur les questions de droits de l'homme, parce qu'ici, il faut relever que est-ce que les acteurs jouent véritablement leur rôle de manière à ce qu'on ait des résultats conséquents? Nous avons une société civile qui, nous la voyons au four et au moulin, faire ce qu'elle peut faire avec les moyens qu'ils ont. Et nous avons aussi, je vais encore parler de l'État ici, qu'on va me taper sur les doigts, mais je dois parler de l'État parce que c'est l'État qui nous gouverne. Nous avons en face, on a l'impression que c'est un mur qui ne voudrait pas qu'il soit secoué ou bougé. On a encore des personnes dans ce régime qui sont réfractaires à l'acceptation ou bien à la compréhension même de la notion de droits de l'homme. Pourtant, les droits de l'homme sont un peu ce que la Bible est pour les chrétiens, si je peux même le dire ainsi, et qu'on ne devrait pas se mettre à vouloir questionner ou bien à vouloir philosopher sur des faits aussi palpables. Donc, la ligne rouge, elle est là, pour moi, elle a été traversée depuis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de redresser la barre, parce que nous avons traversé la ligne. Moi, j'exhorte seulement tous les différents acteurs à s'impliquer vraiment et à jouer franc jeu pour que le Cameroun puisse avoir le niveau. Donc, parce que dans la sous-région, quand même, nous observons qu'il y a beaucoup de pays de la sous-région qui s'inspirent du modèle camerounais. Et il ne faudrait donc pas que le modèle camerounais, lorsqu'on va l'interroger, ou bien lorsqu'on va questionner les dessous, de son aura, qu'on puisse perdre cet espoir ou cette espérance que d'autres personnes... Oui, j'avais d'abord une petite question de terminologie et je me mets à votre école. Je voudrais savoir un peu pour ce qui est du gouvernement, c'est-à-dire de l'État. On devrait parler de groupes armés non gouvernementaux. Je crois que l'État, ayant à sa disposition une armée régulière, ne pourrait pas être rapproché de ceux qui se constituent en groupe pour des besoins justes, injustes, avoués, non avoués. Alors les groupes armés devraient en temps normal, sauf si le vocable est consacré dans le domaine dans lequel vous exercez, ce dont je me permets d'en douter aussi un peu, parce qu'en vérité, l'État, c'est une armée. C'est un corps régulièrement structuré, organisé, et qui répond à des objectifs républicains. Ça me gêne très souvent quand on aborde les forces étatiques comme étant un groupe armé. Non, les groupes armés, quand je parle de groupes armés, il y a pas de groupes armés non gouvernementaux. Et justement, quand vous dites non gouvernementaux, ça laisse entendre qu'il y en a qui sont gouvernementaux. L'État a son armée. C'est le thème consacré aux Nations Unies pour identifier des personnes, n'est-ce pas, qui tiennent des armes et qui n'en ont pas le droit. Mais vous voyez où je voudrais en arriver? En fait, c'est pas, je suis pas inventeur de... Justement, c'est pourquoi j'ai dit est-ce le terme consacré, et vous le dites bien. Consacré ailleurs et apporté ici, mais en vérité, elles détiennent des armes, elles n'en ont pas le droit, soit. Mais chaque fois qu'il s'agit de l'État, c'est l'armée. Oui, bien sûr. Le groupe armé, c'est des groupes terroristes qui font ce qu'ils veulent. C'est clair. Voilà, il n'y a pas de ça ce soir. Non, mais ça c'est clair qu'on ne parle pas de groupe quand il s'agit de l'armée du. Voilà, régulière. Non, régulière, parce que ça aurait amené. Et quand ça vient justement d'ailleurs, vous voyez que très souvent on nous fait porter certains chapeaux. On nous amène à fonctionner d'une certaine façon. C'est une dictature du verbe et des étiquettes que nous continuons à reproduire comme ça de façon simple. Les représentations s'incrustent davantage et ça nous amène à sortir de l'endroit où on se retrouve dans l'envers. C'était une précision qu'il fallait faire. Je voudrais maintenant, bon, peut-être si vous permettez, pour cette précision, dire aussi, vous savez, pourquoi on parle de ONG, organisation non gouvernementale. Pourquoi on le dit? C'est pour distinguer des organisations qui interviennent dans le même domaine que l'État, mais qui ne sont pas l'État.
C'est pour ça qu'on dit organisation non gouvernementale. C'est tout, parce que ce que nous faisons, l'État le fait également. Vous savez qu'au ministère de la Jeunesse, de la Justice, ils ont un département des droits de l'homme qui fait exactement ce que nous faisons, le suivi, la documentation et le reporting. Bon, donc c'est la même chose avec ces groupes qui n'ont pas le droit, en réalité, de tenir cette les armes. précision-là, je vous laisse intervenir maintenant et puis... Oui, nous ne sommes vraiment pas un laboratoire. On ne va pas approfondir ni retourner davantage le couteau dans pas la plaie, mais aller un peu plus en profondeur. Seulement, petite précision, toutes ces organisations, que ce soit des entreprises, que ce soit des ONG, toutes ces organisations travaillent en réalité en appui et en synergie aux institutions étatiques. Bien entendu. Ce ne sont donc pas des organisations qu'on pourrait placer sur le même pied de la balance que, et où que ce soit, c'est pareil. Parce que l'État, c'est la force étatique, c'est l'État. Le reste ne vient qu'en réalité, sauf si je me trompe. Voilà. Parce que ces choses-là doivent être précisées. Lorsqu'on nous apporte un certain lexique et une certaine façon de fonctionner, fatalement, il y a des représentations qui se créent. Et je ne voudrais pas revenir à la question de ONG. Bon, de toute façon, c'était une précision sur laquelle on s'est entendu. C'était la première des choses et je crois... le temps nous prenant un peu à la gorge. Vous voulez développer, sinon on donne la parole à Maître Tegem. Non, passer la parole à Maître Tegem, je Sur la situation pourrais y des droits de l'homme revenir au Cameroun, je demandais à l'honorable tout à l'heure, vous êtes inquiet, vous êtes rassuré, vous dites qu'on a franchi la ligne, la limite? Bah écoutez, c'est pas parfait. Il y a un travail à faire, ça c'est certain. C'est pas parfait, il y a un travail à faire. Et le travail à faire, c'est surtout du côté de ces organisations-là. Parce que nous pensons que les problèmes, parfois, on les pose mal. Et puis, pour répondre au docteur, je voudrais faire observer ici que ce que vous décriez en termes de mimétisme, c'est-à-dire que l'emploi d'un vocabulaire, il vous dit, c'est parce qu'il apprend, c'est toujours les conséquences de la mondialisation. Vous savez, la mondialisation a des effets ravageurs. Hein. Les gens ne font pas souvent attention. C'est qu'il y a un discours qui est mal à propos, ou inadapté au contexte, par exemple. Et parfois, on se trompe et on croit qu'on a forcément raison. Quand je disais, ce qui me gêne dans le travail de ces organisations, bon, peut-être que je n'ai pas le droit d'être gêné, c'est que je me demande pourquoi elles agissent toujours après. Je n'ai jamais entendu qu'elles aient organisé des séminaires en amont pour capaciter les gens. Moi, j'aurais souhaité, par exemple... On le fait. J'aurais souhaité, par exemple, que... Je viens de passer une journée d'un atelier sur les questions de droits de l'homme à former des publics à Douala-Trouala. Toute la journée, j'étais en atelier. J'aurais souhaité, par exemple, qu'ils nous disent que, comme l'a fait l'armée camerounaise, par exemple, à Kumba, de construire un hôpital, soigner les malades, de construire des salles de classe, comme on a vu l'armée camerounaise le faire, par exemple, il y a au moins 70 organisations de société civile dans le nord-ouest, le sud-ouest, qui font dans l'humanitaire. Donc, ils font ce travail d'accompagner les populations en leur donnant des médicaments, des soins, ainsi de suite. Nous, on fait la défense de l'homme. Donc pour vous dire est-ce que les associations qui ont écrit là, ce sont elles qui font le travail que vous êtes en train de dire? Mais non, pour vous dire que la société civile est diverse. Il existe la société civile qui construit des écoles. Vous voyez que ceux qui sont, pas nous. Ceux qui sont utiles n'écrivent pas beaucoup. Ah, puisque c'est vous qui le dites. C'est pas utile de décrire les droits et les C'est vous qui le dites, puisque vous dites que ceux qui donnent les médicaments, qui accompagnent, c'est vous qui le dites. Hein? Que quoi? Qui sont plus utiles que ceux qui documentent les violations de l'homme? Excusez-moi. Je n'ai pas dit ça. Non, j'aurais souhaité que vous agissiez en amont. C'est-à-dire que vous capacitez les gens déjà en les formant. Je vous ai dit pour éviter d'en arriver à ces situations. Je vous ai dit qu'on le fait. Vous m'avez dit qu'il y en a qui le font. Monsieur Dipita Tongo peut vous confirmer que même les journalistes, nous avons formé les journalistes sur les questions de droits de l'homme. Nous avons formé les partis politiques sur les questions de droits de l'homme. Nous envoie des demandes de y compris la société civile. Nous, on le fait. Ça, c'est une bonne chose. Mais je voulais quand même faire également observer que, bon, on ne peut pas toujours dire que le gouvernement n'a rien fait parce qu'on venait de toiletter le texte sur la Commission nationale des droits de l'homme et liberté. On a quand même fait un toilettage pour améliorer les conditions de travail de cette commission, pour permettre à cette commission d'être davantage. En même temps, on a plombé la commission en mettant à la tête de cette commission quand même un haut cadre du parti au pouvoir. Mais est-ce que ça enlève sa compétence? Bien entendu, parce que ça lui enlève la capacité d'être neutre. Comment ça? Oui, parce qu'il est parti pris. Il ne peut pas. Et si vous remarquez, non mais c'est une réalité. Après, je vous mets au défi toutes les sorties de M. Kobila depuis qu'il est à la tête de cette commission. Regardez toutes ces sorties. Il essaie à chaque fois de justifier les violations de l'homme
qui sont attribuables à l'État du Cameroun. Bon, Il ne peut pas être neutre. C'est une réalité. Excusez-moi, vous prétendez en tout cas, vous dites que lui, il essaye de justifier de blanchir, si vous voulez, l'État du Cameroun. Ouais. Et vous qui passez le temps à noircir, c'est vous qui avez raison, lui, il a tort. C'est pas noircir. Nous faisons la confrontation des engagements du Cameroun avec les faits sur le terrain. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Lui aussi, non, mais justement, lui, il est dans une démarche à chaque fois de démontrer que... Comme vous. Monsieur Philippe Langa, vous êtes dans une démarche. Vous n'avez jamais... Moi, depuis que je vous connais, vous êtes constant. Philippe, il n'est pas là, M. Kobila, le professeur. Mais bon, je ne vais pas non plus me constituer un avocat, mais je voudrais comprendre. Est-ce qu'il ne peut pas arriver des cas où leur conclusion sur les faits, ou alors sur les éléments d'enquête conjoints, c'est-à-dire vous faites séparément, mais c'est le même secteur, c'est le même domaine, peut-il arriver que vos conclusions ne soient pas les mêmes et que chacun, je vais dire, à travers sa science... Si vous faites la comparaison entre M. Shumuta, qui était l'ancien président, et ce qui se passe maintenant, c'est la catastrophe. Et d'ailleurs, je pense que M. Shumuta s'est plaigné à chaque fois qu'il n'avait pas de moyens de faire son boulot, mais au moins, quand il faisait des sorties, on voyait qu'il pouvait dénoncer les faits de violation, n'est-ce pas, qui sont évidemment le fait de l'État du Cameroun. Le défunt, voilà. Bien sûr. Et même quand vous regardez, oui, mais c'est ça. Donc, ça, il a fait, si vous regardez, il a plein de sorties qu'il a fait, n'est-ce pas, pour dénoncer. Aujourd'hui, je suis désolé, nous avons écrit. Vous comprenez? Quand j'ai dit nous, c'est Un Monde à Venir, c'est le Nouveau Droit de l'Homme, c'est le REDAC, c'est Charda. C'est quand même, nous pouvons penser que nous constituons des organisations assez établies sur le terrain concernant cette question de droits de l'homme. Nous avons écrit au président de la République en argumentant pourquoi on ne peut pas avoir la tête de la Commission des droits de l'homme, quelqu'un comme celui-là, qui est un défenseur, n'est-ce pas, de l'État du Cameroun et du gouvernement Cameroun en même temps. D'accord. Alors maintenant, au-delà de la quand on voit ces sorties, on voit bien que c'est entre les institutions. Vous voulez ajouter quelque chose, Marcel? Oui, je voudrais quand même dire que le problème qui semble se poser sur le plateau, c'est bien la question de la crédibilité d'une organisation, parce que de tout ce que j'entends en vérité... Peut-être moins de l'organisation, mais des conclusions. C'est tout comme, voilà. C'est-à-dire crédibilité de l'organisation qui rend des conclusions et qui est structurée, articulée autour de qui la pilote. Parce que les noms qui ont été évoqués, je me garde d'y revenir, je n'en ai pas compétence, mais vraiment, je partirais quand même avec quelques interrogations. Je le dis de temps à autre, ce n'est pas le laboratoire, on ne peut pas tout éplucher sur place. On est là pour un partage d'expériences qui soit constructif, sinon on n'en sortira pas à la fin. À mon sens, il faudrait qu'on cesse quand même de typer, de stéréotyper et de se dire que dès qu'on est une structure gouvernementale, fatalement, celui qui la pilote la conduit à la ruine. Non. On a vu même dans l'histoire de ce pays, nous on est des enfants du pays, on est nés ici. On est nés ici, on s'est peut-être déplacé, mais on est des enfants de ce village. Dans l'histoire de ce pays, on a vu des structures qui, même du temps où on faisait une gestion purement administrative, c'est-à-dire où on renflouait les caisses pour que la structure continue à employer les gens pour des motifs sociaux, on a vu des structures qui tenaient quand même, hein. Donc, logiquement, ça me gêne souvent d'entendre dire que, comme on est, alors, par exemple, ce procès qui est fait au professeur actuellement, comme il est... Mais le professeur était adjoint de Shumuta avant. Et il bagarrait tout le temps. Vous n'étiez pas au courant? Non, mais je suis dans cette publiquement, hein? Mais là n'est pas la question. Ah, mais c'est là la question, justement. Non, il ne bagarrait pas forcément pour ce que vous croyez. Oui, puisque c'était public. Il était totalement en contradiction à chaque fois. Tout à l'heure, on a eu le limogeage d'un SG. Et nous allons partir ici sans savoir pourquoi. La grandeur d'un plateau consistera justement à laisser certaines choses tranquilles. Mais permettez-moi d'en douter. Je ne crois pas qu'il bagarrait toujours pour ceux dont vous êtes en train d'arriver. C'était souvent des discussions publiques. Vous voyez qu'on ira argument contre au cours des réunions, mais ce sont des faits. Ce sont des faits. Là, moi, j'interviens sur des faits. Bon, si on donnait à vous, par exemple, à venir, la tête de la commission des droits de l'homme, comment vous l'envisageriez? Différemment. Qu'elle fasse son boulot.
telles que, n'est-ce pas, les règles le commandent. Parce que je vais vous dire... C'est-à-dire que, par exemple, il se produit une situation au Cameroun, vos commissions de droit à venir, vous prenez les documents, vous allez avec à l'ONU pour dire, ou à la pour dire, voici... Les commissions, ce qu'on appelle les institutions nationales des droits de l'homme, ce n'est pas le Cameroun qui en est, n'est-ce pas, l'initiateur de ça. C'est les Nations Unies, c'est une résolution des Nations Unies qui met en place, qui prescrit aux États de mettre en place des institutions nationales des droits de l'homme. Il va de ça. Et donc, il se trouve que, après, on les note. Aujourd'hui, notre commission est mal notée au niveau international. Je vous garantis, ce sont des faits. Et maintenant, pour ce qui est de la crédibilité, nous avons produit des rapports, on est allé vers le gouvernement. Nous avons rencontré le ministre de la Défense avec notre rapport, il y a quelques mois, à Yaoundé. Nous sommes allés au ministère de la Justice. Nous avons demandé à rencontrer le ministre de la Justice. Il n'a pas pu nous recevoir. On a rencontré les responsables, la directrice des droits de l'homme du ministère de la Justice. Nous avons demandé à rencontrer le Premier ministre. Nous avons rencontré le MINAT pour vous dire qu'il ne s'agit pas de produire des rapports simplement et de mettre à la disposition du public. Nous allons vers le gouvernement avec des faits pour leur dire voici les faits que nous avons documentés. D'accord, maintenant au-delà du constat, je veux dire que, bon, vous dites que la situation n'est pas tout à fait bien. J'avais une autre question pour Avenir. Vous allez finalement prendre mon... je vous le permets. On parle de débat des droits de l'homme, mais on laisse de côté la question épineuse, très épineuse des minorités, qui pose même finalement, qui est même plus commentée, des minorités dans tout le sens et au sens le plus large, qui est même plus commentée aujourd'hui que la question des droits de l'homme, parce que vous avez pris des exemples de tueries et autres, c'est beaucoup plus ça que vous documentez. Oui. Il y a des questions des minorités lésées, qui est une question de droits de l'homme. C'est un spécialiste. Mais oui, ce n'est pas... Après, je voudrais... Non. Quand je viens... Parce qu'il y a plusieurs types de minorités, c'est pour ça que je pose la question. Mais j'ai dit au sens... les questions de droits de l'homme, excusez-moi. Lui, il y a les minorités sexuelles. Son problème, c'est pas les autres. Non. Son problème, c'est le gouvernement de la République. Parce que vous verrez que si notre commission des droits de l'homme est si mal notée, ce n'est pas forcément pour ce que vous croyez en être la raison. Allez-y réfléchir à un autre niveau et vous vous rendrez compte. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Oui, voilà. Moi, je voulais m'interroger sur, parce que de ce qui a été dit ici, j'ai décelé 2 ou 3 choses. Déjà, le fait que les commissions nationales soient notées par les Nations Unies. Moi, je voulais me questionner sur le barème. C'est-à-dire que quels sont les indicateurs de notation. Et nous avons aussi, j'ai aussi suivi là tantôt où on parlait d'un rapport contre un autre rapport et de la crédibilité des différents rapports où les autres estiment que leur rapport est le meilleur et les autres estiment. Et c'est pourquoi d'entrée de jeu, je parlais de l'implication des acteurs. Est-ce que les acteurs font véritablement leur travail? Est-ce qu'ils ont la capacité ou bien les mains libres ou encore les prédispositions de le faire? Parce que lorsqu'on dit que les Nations Unies notent, moi j'ai toujours ce problème avec cette histoire où ce sont les autres qui viennent nous dire ce que nous devons faire ou alors nous orienter sur ce que nous devons faire. Peut-être pour mieux comprendre votre intervention à l'intention de Philippe, est-ce que le travail qui est fait n'est pas davantage pour satisfaire l'ordonnateur? De quoi? Le commandeur d'enquête. Des Nations Unies. Personne ne commande le travail que nous faisons. Je vais vous dire, un monde à venir, quand on a commencé à faire le travail de suivi des violations des droits de l'homme ici, personne ne nous donnait un franc. Je dis bien personne. C'est une question d'engagement, d'abord. Comprenez? Parce que le risque que vous prenez, qui peut vous payer, n'est-ce pas, ce risque-là? Moi, j'étais à Bamenda la semaine dernière. J'aurais pu être tué. Vous pensez que quel est celui qui peut me payer pour ça? Quand nous descendons sur le terrain, vous pouvez être tué. Quand vous vous attaquez à des intérêts des personnes, j'ai déjà été attaqué plusieurs fois, vous savez ça? Absolument. Donc, nous prenons des risques. Vous pensez que qui peut nous payer pour prendre ces risques-là? Sinon, vous auriez plein de défenseurs des droits de l'homme. Mais justement, la question de défense des droits de l'homme aujourd'hui, c'est l'affaire d'une minorité d'acteurs parce que tout le monde craint. Tout le monde craint. Puisque dès que vous posez le problème sur la table, vous êtes attaqué systématiquement. Moi, mon interrogation n'était même pas au niveau des financements et tout. Mon interrogation est au niveau d'une plateforme nationale qui définit
les critères, ou bien les critères de notation, qui se donne une feuille de route et qui l'applique, que d'attendre que ce soit les Nations Unies qui orientent. Moi, c'est à ce niveau que moi j'ai un problème. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit qu'on attende la notation, parce que vous avez dit tantôt que le Cameroun est mal noté au niveau des Nations Unies, que le Cameroun dise aux Nations Unies que voici ce que nous avons ici et voici ce que nous vous demandons de respecter. Peut-être là, la notation aura encore une autre connotation. Et là, peut-être, je parle au conditionnel, peut-être on aura une bonne note. Là, j'essaye de dire... Honorable, pour vous expliquer pourquoi est-ce que la notation vient des Nations Unies, je vous ai dit que c'est une résolution des Nations Unies. Je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'on peut renverser là-bas. Puisque les Nations Unies, ce n'est pas un pays, c'est les pays, y compris le Cameroun. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'eux, ils décident que désormais, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas que les organisations indépendantes qui travaillent sur les droits de l'homme. Nous allons mettre des institutions nationales, n'est-ce pas, pour faire le même travail que les organisations indépendantes. Et voilà les critères pour mesurer l'efficacité, l'efficience du travail de ces institutions-là. Donc, ce sont les États qui décident, y compris le Cameroun. Donc, parce ces critères sont homogènes alors pour tous les pays. Bien, puisque le Cameroun fait partie des Nations Unies. Les Nations Unies ne vont pas venir évaluer, par exemple, regardez par exemple, le département de droits de l'homme du ministère de la Justice n'est pas noté par les Nations Unies. Parce que c'est le ministère de la Justice du Cameroun. On est d'accord. D'accord? Mais maintenant, quand il s'agit d'une institution qui est instaurée par les Nations Unies, les Nations Unies, c'est le Cameroun également, et ils se donnent les moyens, les outils, les critères pour noter qui fait quoi. Est-ce que l'on n'est donc pas jugé parti? Vous avez certainement, je veux dire, un rapport, quand il est fait comme celui-là, il est assorti des propositions de résolution ou alors des propositions pour amoindrir ou éventuellement atténuer, bien entendu, ou éradiquer, si je peux le dire comme ça, c'est les constats qui sont faits. Vous, quelles sont vos propositions pour en sortir? Plusieurs propositions ont été faites pour, n'est-ce pas, atténuer les violations de droits de l'homme. La première proposition que nous faisons à l'État du Cameroun, c'est que l'État respecte ses propres engagements au niveau international. Parce que le Cameroun est l'un des rares pays, pour le dire aussi, qui a adhéré à l'essentiel des instruments de protection et de promotion de l'homme. Il faut le reconnaître, c'est un point positif. Mais sauf qu'il y a un grand écart entre cette ratification et l'application. C'est le Cameroun, en fait. Donc, la première recommandation, c'est que l'État, n'est-ce pas, respecte ses propres engagements. La deuxième recommandation aussi, c'est le respect de l'état de droit avec la séparation des pouvoirs. Parce qu'il y a quand même un souci au niveau de la justice, où nous avons des procès interminables, parce que les décisions sont souvent instrumentalisées. D'accord? L'autre proposition que nous avons faite dans ce rapport-là, c'est que dans les parties en conflit comme le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, il y a des commissions d'enquête indépendantes qui descendent sur le terrain pour faire ce qu'on appelle les enquêtes d'établissement des faits. Et ça peut être tripartite, y compris les membres du gouvernement ou de l'armée, qui vont sur le terrain pour faire, n'est-ce pas, une enquête d'établissement des faits. Ça permet de clarifier les choses, de ne pas se repousser les fautes ou les torts. Parce qu'il y a des faits où on dit non, c'est l'armée, non, c'est les groupes armés non gouvernementaux, non, c'est les populations, et personne ne peut vous dire. Voilà. De responsabilité. D'accord. Donc ça, ce sont des propositions que nous faisons, parce que partout ailleurs, on le fait pour clarifier, parce que l'État estime que c'est bien qu'il y ait un regard externe pour clarifier les choses et pour que l'État, n'est-ce pas, se dédouane ou alors punisse les personnes, n'est-ce pas, en son nom, qui auraient commis des désagréments. D'accord. Les autres propositions, évidemment, c'est la formation des acteurs, parce qu'il faut former les acteurs. On a vu des cas de torture dans les unités de police et de gendarmerie qui ont abouti à des morts d'hommes. Ça aussi, nous pensons qu'il faut former, n'est-ce pas, ces personnes-là, parce que nous avons observé que les hauts gradés sont de plus en plus formés sur les questions des droits de l'homme. Mais les sous-officiers qui sont dans les unités de gendarmerie ne sont pas formés sur les questions des droits de l'homme et continuent donc à torturer des gens. Et malheureusement, souvent, ces actes de torture arrivent à des morts d'hommes.
On en a documenté quelques-uns. Donc il y a une question de formation qui s'impose aussi au sein de l'armée, au sein de la police et au sein de la gendarmerie, n'est-ce pas, pour les sous-officiers, comme ça s'est fait déjà pour les officiers supérieurs. Maître Teguin, pour sortir, est-ce que l'État, je veux dire, pas qu'on en dise, ne ferait pas beau jeu de se saisir quand même des recommandations et davantage les implémenter dans ce qui existe déjà comme loi, même si les OSC constatent qu'elles ne sont pas toujours respectées, ces lois-là. Mais vous avez, en un mot, s'il vous plaît. Quel que soit ce qu'on fera, ils iront toujours se plaindre. Il vous dit qu'il faudrait que la justice travaille. Ensuite, il poursuit, vous dit que la justice n'est pas indépendante. Moi, je ne sais pas ce qu'il voudrait qu'on fasse. Il vous dit que... Il vous dit qu'on forme les officiers au gradé et on ne forme pas les autres. Il y a tout un module consacré aux droits de l'homme dans la formation des officiers, même des agents de police judiciaire. Il y a tout un module consacré aux questions des droits de l'homme. Donc, dans leur formation, si vous allez même on forme les policiers ou même dans les salles de formation des officiers de gendarmes ou des sous-officiers ou des gendarmes, vous verrez bien qu'ils sont également capacités. Donc, dire qu'il faudrait que l'État... Déjà, si vous n'êtes pas d'accord, lorsqu'on nomme quelqu'un président d'une commission, vous êtes... Donc, quel que soit ce qu'il fera, vous commencez par ne pas être d'accord. Donc, moi, je pense que ce que l'on doit faire, c'est que chacun joue sa partition. Que vous également, qui êtes en charge des questions des droits de l'homme, vous travaillez à capaciter les Camerounais, que le gouvernement de son côté, parce que les textes, à eux seuls, ne suffisent pas. Si les gens ne se les approprient pas. Honorable, en mot de fin. Oui, le mot de fin, c'est justement l'accent sur la formation des officiers. Je dis, il a parlé des modules qui existent, mais sauf qu'il faut recycler, parce que lorsqu'on est sorti de l'école, si on a fait 2 ans, 3 ans sur le terrain, on a parfois l'impression qu'on oublie. C'est pourquoi, non, les formations continues, je ne pense pas. C'est tous les jours, le débat est terminé, s'il vous plaît. Elle se passe à quelle fréquence? Donc, il faudrait que, en un mot comme à 1000, que l'État prenne ses responsabilités. Marcel Ambata. Oui, je dirais d'abord que ça a été pour moi un échange très très productif, vraiment constructif. Et comme tout le monde, le fin mot, c'est celui de l'éducation aux valeurs républicaines. Merci. Que tous devons partager. Philippe Nanga. Oui, le dernier mot, c'est que l'État du Cameroun doit davantage s'ouvrir à dialoguer avec des acteurs. Nous devons sortir de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont quand même, pour l'instant, le lieu de concentration des violations des droits de l'homme et des tueries. Et nous pensons que la voie du dialogue est la voie qui pourrait être salutaire, qui devrait être salutaire pour l'État du Cameroun et pour notre pays tout entier. Je voudrais quand même apporter cette contribution de Maximilienne Gombe, qui est la présidente du REDA, qui évidemment suit le débat. Et vous apporter des précisions à la suite de Philippe. L'Assemblée générale des Nations Unies 98 demande aux États de protéger les défenseurs. Cette assemblée comporte 190 États. Et lors des assises, chaque État, chaque pays est représenté par son président et prend la parole. Donc les commissions nationales des droits de l'homme ont pour rime la promotion, la protection des droits humains, des défenseurs. C'est un pacte de toutes les nations. Lorsque ce n'est pas fait, selon les principes de Paris, librement ratifié et accepté par les gouvernements au moment de la mise en place des CNC. Donc, voilà un peu ce que vous apporté comme contribution à ce débat. Je lui dis merci d'avoir suivi et merci à tous ceux qui l'ont également fait. À vous, je dis sincèrement merci d'avoir apporté votre expertise ô combien importante pour la gouverne de nos téléspectateurs. J'espère vous avoir assez bientôt, du moins très bientôt, pour d'autres thèmes. Merci à vous également à la maison d'avoir suivi cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.